Bon, ils viennent de mettre ça live. Cette semaine aux courses débute dans 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du 17 août de cette semaine aux courses présentée par Lucier Chevrolet. Tommy Lavallée en remplacement d'Anthony Marcotte. D'ailleurs, Anthony, on te salue, on te sait à l'écoute. Bon repos, on le sait que tu te lèves très tôt, puis la fin de semaine du Grand Prix n'a pas été facile pour Anthony. Donc, bon repos ce soir avec ta conjointe Valérie. Et avec moi ce soir, oui, on est trois sur le plateau. Kevin Hébert et Benoît Savoie. On va parler évidemment du Grand Prix de Trois-Rivières un peu plus tard. On va parler avec François Bellemare, le champion du défi urbain. Parler également avec Dominique Fugère et Dominique Lucier. On va avoir Jordan Poirier qui va nous faire un retour sur le Knoxville Nationals. On va avoir la chronique de NASCAR avec Lulu. Et finalement, on va voir les choix de mini en fin d'émission présentés par Garage P au clair. Vous avez encore une fois au bas de l'écran les résultats présentés par Robert Bernard Pneus et Mécanique. Et avant de vous parler vraiment des résultats du Grand Prix de Trois-Rivières, on a Benoît avec nous qui va nous parler de l'aspect technique qu'on a vu du côté de Trois-Rivières. Oui, vraiment, en tant qu'officiel, c'est habituellement mon travail, mais là, cette fois-là, je me suis intéressé à vraiment tous les dessous du Grand Prix de Trois-Rivières, qu'est-ce que ça prenait pour les autos, et également le travail des officiels qui entourait tout le Grand Prix. Il faut savoir que tout ça a commencé dans la semaine, lors des essais qui se sont tenus à Saner. Les pilotes devaient suivre une formation de la Fédération automobile, la FIA. Les pilotes étaient informés sur les règlements, les drapeaux, les lignes de course, la conduite. Quelque chose d'un petit peu différent. Et ensuite, il y avait Valérie Limoges qui jugeait un petit peu là, de performance des avoir l'accréditation de la FIA pour pouvoir marquer en piste à Trois-Rivières. Donc, Benoît, on peut dire que tout le monde a réussi puisque tous les individus ont participé au Grand Prix. Oui, tout le monde a passé haut la main, qu'on me dit. Ensuite de ça, pour ce qui est des pneus, quand à notre arrivée le vendredi, ils attendaient de faire pour donner les sets de pneus à chaque équipe. Il faut savoir que l'équipe de Dominique Lucier a mis environ une quarantaine de sets de pneus, de sets de 4 pneus. Ils ont fait des matchs, ils ont pris des pneus et selon les grandeurs inscrites sur les pneus, ils ont fait des sets pour avoir un stagger d'environ 3 pouces pour que ça soit égal pour vraiment tout le monde. Mais tu sais, on sait qu'un pneu
même si c'est écrit environ, ça peut être écrit 90 sur le pneu de chez Hoosier, mais une fois gonflé, il peut être 91, il peut être 89. C'était vraiment aléatoire. Il peut être 93 aussi. Oui, c'est ça. Donc, c'était vraiment aléatoire. À l'arrivée des pilotes, à leur inscription, ils tiraient une boule et la boule correspondait à un set de pneus. Tous les sets de pneus étaient numérotés. Et les pilotes devaient garder le même set de pneus pour toute la fin de semaine. Donc, les 4 pneus qui étaient montés avec leur roue devaient être installés sur la voiture et devaient être gardés pour toute la fin de semaine. Advenant le cas où un pilote avait besoin de changer un pneu entre une course, par exemple, entre la qualification et la finale, il y avait un problème ou quelque chose, un pilote n'était pas content du pneu, advenant le cas qu'il devait changer le pneu, le pilote avait il perdait 5 positions sur la ligne de départ. Donc, on a été chanceux. Il n'y a aucun pilote là, qui a dû changer les pneus. Les pneus ont l'air d'avoir toffé vraiment pour tout le monde. C'était des pneus des extra hard, des 500 qui venaient de chez Hoosier. Donc, chaque pilote avait un set de pneus pour la fin de semaine. Advenant le cas d'une crevaison lors des courses, l'équipe de Lucie avait des sets de pneus en réserve. Donc, advenant le cas d'une crevaison, il allait chercher un pneu. Il devait être approuvé par l'équipe de Lucie, par l'équipe qui organisait, par l'équipe d'officiels. Et ensuite, le pneu pouvait être installé sur la voiture pour continuer la compétition. Ensuite de ça, j'ai mis la main là, sur un petit peu là, qu'est-ce qui avait été comme règlement là, pour participer au Grand Prix de Trois-Rivières. Vraiment, là, tout avait été pensé pour qu'il y ait le moins de coûts possible. Donc, dans les règlements, là, je vois là, ça prend absolument un châssis certifié DIRT avec 2400 livres avec le pilote, les exhausts, la carrosserie, les hauteurs. Le becquet arrière devait être enlevé, l'espèce de petit spoiler transparent devait être enlevé. Les essieux, ça devait être des essieux d'origine avec des numéros de modèle d'origine utilisés sur le dirt. Donc, tout était vraiment pensé. Ce qui attire mon attention, il y a 2 choses. Liquide de refroidissement, on devait enlever tout l'antigel qui était dans le véhicule et remplacer par de l'eau. Parce qu'on sait que de l'antigel sur l'asphalte, c'est extrêmement glissant. Donc, advenant le cas d'un déversement, c'était d'autant plus dangereux pour les pilotes, mais également l'antigel est plus dur à absorber, à enlever sur la piste, puisque l'antigel est quand même un petit peu graisseuse. Là. Donc, c'est plus difficile là, de retirer sur la piste. Et la deuxième chose, les pilotes devaient avoir une lumière arrière située justement sur l'arrière du châssis qu'ils devaient pouvoir actionner advenant le cas de la pluie. Parce que oui, s'il y avait eu de la pluie, les pilotes auraient quand même couru, auraient quand même fait la course là, du Grand Prix. Donc, les pilotes devaient avoir une lumière de couleur, une lumière clignotante. Donc, ce que Steve Salvo me dit, c'est qu'il y a plusieurs pilotes qui, à l'arrivée, il n'y avait pas de lumière. Donc, ils sont partis dans les quincailleries du coin, dans les Canadiens Tire pour aller chercher des petites lumières de vélo qu'on accroche, là, qui clignotent, qu'on met des petites batteries. Donc, les lumières étaient actionnées au début des courses, puis c'était quand même encore réglementaire. Donc, si je continue avec les règlements, on avait un règlement pour les springs, les coils springs, de maximum 225 livres. Plusieurs pilotes voulaient essayer un coil un peu plus dur pour avoir une voiture peut-être un peu moins chambranlante, un peu moins lousse. Mais le règlement était ajusté à 225 livres maximum. Et pour la guerre également, ça jouait entre 5,06 et 4,99 selon le modèle du différentiel. Donc, le choix de pont arrière là, était vraiment limité là, pour vraiment resserrer le plus possible le peloton. Maintenant, du côté de la direction de course, quand je me suis entretenu avec Steve, là, il m'expliquait de la façon qu'ils étaient installés. Il trouvait ça vraiment difficile la façon que c'était fait, puisque quand il est à nos pistes de terre battue, nos pistes ovales, il y a vraiment la vue sur tout l'ensemble du circuit. Tandis qu'au GP3R, là, on le voit sur les images, là, la vue était vraiment, vraiment réduite. Il avait la vue sur le droit avant, un petit peu dans les courbes, la première et la dernière courbe, et c'est tout. Tout le reste, il fallait qu'il se fie aux caméras. Donc, on voit là, juste à gauche de l'écran, il y a la diffusion principale qui était en haut. Et voilà les écrans. Il avait accès à toutes les caméras
que RDS avait sur place. Mais il faut dire que RDS, eux autres, sont mandatés pour faire la diffusion des courses, donc sont pas très attentifs là, au point que vraiment le directeur de course voulait avoir. Donc, c'était vraiment très difficile là, à les juger. Là. Donc, il fallait vraiment qu'il se fie aux caméras. Il y avait aussi des officiers de la FIA là, qui étaient là avec lui là, pour l'aider un petit peu, là, à aller chercher les plans de caméra, aller trouver là, pour aider à Steve à prendre la meilleure décision, parce que oui, toutes les décisions finales étaient prises par Steve. Donc, lorsqu'il y avait quelque chose, lorsqu'il y avait un jaune en piste, il communiquait avec M. Jacques Veilleux qui était le directeur des opérations de la FIA. Donc, lorsqu'il y avait un drapeau jaune ou un incident en piste, il communiquait avec M. Veilleux. M. Veilleux s'occupait de transmettre l'information à ses officiels tout le tour de la piste. Les officiels qui agitaient les drapeaux jaunes, les drapeaux bleus, tout dépendant de la situation. Et ensuite de ça, lors du drapeau jaune, Steve se fiait aux images qu'il avait accès, mais comme il m'expliquait, là, c'était très, très, très difficile d'avoir vraiment les belles images que lui voulait avoir. Il n'y avait jamais la bonne angle. Donc, Steve a quand même mentionné là, des correctifs là, qui seraient bons à apporter pour les prochaines années. Et je pense que ça va être entendu pour l'année prochaine, parce que Steve a quand même beaucoup d'expérience et a quand même apporté là, de très, très bons points, dont avoir des caméras fixes dans les points névralgiques du circuit, là, pas avoir les caméras qui bougent de la diffusion. Donc, on espère que ça va être entendu pour l'année prochaine. Et je termine avec Gaston Salva. Gaston Salva qui a été le signaleur avec les drapeaux, le signaleur en chef là, pendant toutes les courses là, du défi urbain. Donc, Gaston Salva qui met un check à son to-do list. Première fois qu'il signale une course sur un circuit routier asphalte. Donc, un autre objectif de rempli pour la grande liste de Gaston Salva. Oui, je pense que c'était très beau de voir Gaston Salva être là, justement. C'en est un des bâtisseurs de cette série Dirt au Québec qui donne le drapeau vert là, pour la première fois pour ces bolides-là sur un circuit routier. Je pense que le flash était très, très intéressant. Puis ouais. C'est probablement Steve là, qui a eu l'idée. Oui, exactement. Ce que Steve me racontait, c'est qu'au tout début, lorsque Steve a commencé à être signaleur, c'était sur la piste de Sonnaire, sur la piste ovale de Sonnaire, lorsque les modifiés sont allés. Steve était à sa première course comme signaleur et il avait Gaston Salva comme directeur de course. Donc, il me dit que c'était pour vraiment faire une fleur là, à Gaston. Là, ils ont inversé les rôles. Là, c'était vraiment très beau à voir encore la collaboration entre les deux. Donc, on félicite tous les officiels qui se sont déplacés du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. C'était beau à voir les chemises officielles de Dirt là, au Grand Prix. Vous avez fait un travail exceptionnel. Je pense qu'il n'y a pas personne là, qui peut dire ça, évidemment. Tout au long de la fin de semaine, vous étiez présents. Donc, merci d'avoir été là. Et on va se laisser un petit moment pour remercier notre commanditaire. Et par la suite, on va faire le résumé de la fin de semaine avec Minibeu. Ce segment d'émission est propulsé par VP Racing Fuel, distribué au Québec par DL Performance de Chambly. Pendant que Benoît sort... T'aurais pu rester. Kevin, tu t'es promené partout dans les puits. On t'a vu partout. C'était quasiment rendu un jeu de... Où est-ce qu'il est rendu, Mini? Puis, il était rendu à manger des hamburgers avec Marc-Antoine Camiran sur le coffre à Kevin Lacroix. Ça, c'est sans vous compter tout ce qu'il a fait depuis le début de l'année dans les autres trailers. Là, mais Mini, vous avez pu le découvrir vraiment avec de très belles entrevues. Il a été là toute la fin de semaine. Je te dis chapeau, mon collègue. Mais parle-nous un peu, fais-nous un résumé du Grand Prix de Trois-Rivières. Commençons, mettons, par, justement, le défi urbain Chevrolet. On s'est vraiment fait du fun à Trois-Rivières. Puis surtout, le défi urbain nous a donné le meilleur spectacle du côté de Trois-Rivières. Vraiment, on peut le dire, à côté des NASCAR Pinties, le défi urbain, les voitures Sportsman, ça donnait de l'action. On les voit dès le départ. Là, regardez à l'intérieur, ça donne déjà là, un petit peu de coup. Là, David Hébert, Yann Bussière, Maxime Plante. Vraiment, on se donnait pas de cadeaux. D'un avant dans l'intérieur de Goujon, pendant toute la course, c'était comme ça. On avait beaucoup, beaucoup d'action. Donc, c'était vraiment impressionnant à voir. Donc,
ça a commencé comme ça avec des pratiques le vendredi, puis les premières qualifications. Donc, les pratiques ont vraiment bien été. Puis, on commençait déjà, moi puis Benoît, dans les interviews, on demandait justement aux gens, aux pilotes surtout, comment vous allez faire justement avec vos pneus pour les sauver? Est-ce qu'on va moins pratiquer justement pour les préserver du côté des qualifications? Ou est-ce qu'on, vu que c'est une nouvelle expérience, on va justement foncer, faire le plus de tours possible, acquérir de l'expérience. Donc, c'est vraiment différent pour chaque pilote. Certains ont décidé justement de les économiser. Ça l'a payé pour certains, pour d'autres non. On aurait pris plus d'expérience. Mais c'est comme ça que ça a été le vendredi. Ensuite de ça, on a tout de suite sauté en qualification en après-midi. Donc, les qualifications suite aux pratiques, on avait décidé de faire 2 groupes. Donc, 2 groupes distincts qu'on s'est lancé pour 2 fois d'affilée directement, suivi du dash qu'on séparait les meilleurs des 10 derniers. Donc, les 10 premiers étaient mis dans le dash, puis ceux d'ensuite qui ne s'étaient pas qualifiés pour le dash revenaient le lendemain pour la consolation. Donc, le dash, Marc-Antoine Camiran, sans surprise, a été l'un des meilleurs, le plus rapide. Il a été chanceux parce qu'il faut le dire, on roulait des dés où on pigeait une position pour le départ du dash. Oui. On a pigé un. Oui. Il partait premier, il restait premier. Oui, effectivement. Donc, puis qui de mieux que Camiran qui connaît le circuit, qui s'en allait chercher techniquement un nouveau titre du côté de Trois-Rivières, qui de mieux pour partir sa porte puis finir premier. Puis il était aussi le plus rapide en qualification. Là. Lui, Sébastien Goujon, Maxime Plante qui se donnait de la tête justement dans les temps chronométrés pour qui allait finir le meilleur. Donc, Camiran qui est ressorti meilleur du dash, Maxime Plante qui est allé chercher la 2e position, puis un autre qui est habitué du côté du Grand Prix de Trois-Rivières, c'est Andrew Ranger. Andrew Ranger qui, lui aussi, a commencé à épater là, dès les pratiques et les qualifications, a été chercher la 3e position. Donc, ça l'a très bien été de son côté. Mais notre meilleur pilote modifié lors des qualifications, c'était Maxime Plante. Oui, Maxime Plante. D'ailleurs, l'équipe de Régent Plante a dû travailler très fort entre les essais et la qualification. Il faut le savoir, on a changé un essieu arrière sur la voiture de Maxime Plante et on a changé la transmission sur la voiture de Yannick Ledoux. Oui, puis on avait 4 voitures quand même pour l'équipe Plante, donc c'était du travail pendant toute la fin de semaine. On avait Maxime, on avait Josiane aussi, que Josiane a très, très bien performé. C'était incroyable à voir aller. Josiane, elle a fait des bons résultats, elle a fait des belles remontées dès la consolation. Donc, ça a très bien été. On avait Yannick Ledoux aussi, qu'on est habitué de voir dans la 3e voiture des Plantes, justement, du côté de l'autodrome Granby, dans le 1 pièce d'auto Sanson. Puis ensuite de ça, dans la 4e voiture, on avait Wallace Stacy, qui lui avait déjà roulé, là, comme on l'avait dit la semaine passée, dans des voitures de terre battue. Donc, lui, ça a été un petit peu plus difficile. Il m'a fait bien rire, moi, Wallace, parce que pendant la consolation, il est débarqué. Puis il a dit « j'aime pas le idle du moteur, mais il dit « ça va me permettre de regarder mon fils courser. » Ça m'a fait bien rire. Oui, puis son fils Dexter, que lui s'est démarqué entre autres là, à partir du B-Main. Donc à partir de la consolation le samedi, là, on a commencé à voir Dexter Stacy à l'aise, très à l'aise même derrière sa voiture. A été chercher la 2e position. S'est fait surprendre par Cédric Gauvreau. Cédric, lui, a été chercher justement le 2000$ qui était réservé dans la consolation. Cédric Gauvreau qui a très bien performé rendu là. Puis Donovan Lucier, lui, le plus jeune pilote du côté du défi urbain Chevrolet, qui est allé chercher la 3e position. Puis je pense que tu peux le dire, quand il est passé à RDS avec toi, il y avait le sourire qui dépassait le casque. Il était heureux comme mille. Je pense que Donovan a fait ouvrir beaucoup d'yeux par rapport à ses performances sur le circuit. Il a surpris beaucoup de gens par rapport justement à sa patience, à son coup de volant. Et je pense qu'on peut juste lui lever notre chapeau là, pour avoir tenu tête parce qu'il ne s'est pas battu avec n'importe qui. C'était les meilleurs en modifié à l'avant et des pilotes de NASCAR. Donc, chapeau pour ta fin de semaine, Donovan. Et on parle de Cédric Gauvreau qui a remporté justement le B-Main, mais il est parti dernier. Puis il a remporté ce B-Main. Justement, on voit l'entrevue avec Donovan. Un pilote très, très heureux là, d'avoir très bien performé dans sa qualification. Oui, et il la méritait justement. Il a travaillé fort. Puis ça va vraiment avoir... je pense qu'il a acquis beaucoup d'expérience venant de là. Là, on s'en va en finale, Kevin, et ça commence très mal. Le favori, c'est lui qui part premier, Marc-Antoine Camiran, dans le mur dès le premier virage. Oui, ça a été un peu controverse avec Andrew Ranger. Là, on s'est accroché dès le départ. On dit que Camiran est peut-être lâché de bonne heure, mais lui, il disait que non. Donc, on le voit, là, on est par choc à par choc. Camiran, il se faisait pousser.
Maxime Plante a été chanceux de l'extérieur. Là, on va le voir sortir très large rapidement, mais Camiran dans le mur, on casse l'avant-gauche de la voiture. Des dommages quand même assez importants au niveau de la conduite. Là, dans les puits, il a fallu que plusieurs équipes l'aident à tourner la voiture. Puis entre autres, Steve Bernier, qui lui a dû repartir de l'arrière. Puis pour Steve Bernier, ça s'est gâté par après. Ça l'a coûté un moteur, donc c'est malheureux. Camiran, le favori auquel on s'attendait à faire tout un spectacle, malheureusement hors de la course dès le premier virage. Et Camiran là, est à la recherche d'une 15e victoire sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. C'est pour vous dire à quel point il connaît ce circuit-là et partait grand favori, évidemment, en partant premier. Et par la suite, s'est dirigé dans les puits. Évidemment, c'était la rod de conduite là, qui était tout croche, donc on n'a pas pu le retourner sur le circuit. Était pas très heureux lorsque j'ai pu m'entretenir avec lui là, sur les ondes d'RDS. Mais du côté de Marc-Antoine Camiran, évidemment, on était déçus. On n'a pas pu faire un tour, mais ça a ouvert la course par après à d'autres pilotes qui se sont présentés à l'avant, dont Maxime Plante, Sébastien Goujon, François Bellemare. On a eu toute une lutte, David Hébert. Les derniers tours, le dernier segment de la course là, a été tout simplement incroyable. Je pense que c'est vraiment le meilleur segment qu'on a vu de toutes les classes lors du week-end. Ouais. Si je peux me permettre, juste pour revenir sur le point de tantôt, ce que Steve Salva et même Nancy Simone, qui était dans la cabine de scoreur, nous racontaient, c'est que tous les officiels de la FIA étaient vraiment très impressionnés de la conduite. Ils ont vraiment adoré la course, ils étaient impressionnés des pilotes, autant que les pilotes étaient très agressifs, mais également très respectueux entre eux autres. Donc, ça a vraiment fait ouvrir beaucoup les yeux de probablement tout le sport automobile. Oui, puis on a vu là, justement François Bellemare. Je veux pas me vanter, les gars, là, mais lorsqu'on présentait les pilotes qui étaient pour être là, faisait partie de mes favoris. Et là, le jupon dépasse un peu. On était aidé par Génic Group, donc ça a quand même bien tombé là, qui remporte la course. Mais quelle course! Et pour avoir regardé la course à RDA, je vous invite à regarder ça. Yann Bussière. Il y avait un gars sur le gaz, c'était le Sharkman. C'est incroyable à quel point il mettait sa voiture de travers sur l'asphalte. Yann a donné tout un show. Lui, il chauffait ça là, comme s'il était sur la terre. C'était incroyable. C'était un des gars à regarder, même s'il n'était pas nécessairement toujours dans les avant-plans. On le voyait arriver, là, il sortait du coin justement qu'on vient de voir. Il était sur les vibreurs, même à l'extérieur des vibreurs, ça la casse. C'était incroyable à voir. Yann Bussière a tout tenté justement pour monter le peloton. Puis même s'il est parti un peu plus loin, il a quand même ramené ça deuxième au final. Oui, très belle performance. Et Yann Bussière l'avait dit en début de fin de semaine. Je suis pas ici pour économiser les pneus. Moi, je m'en viens courser et peser sur le gaz. Je pense que c'est qu'est-ce qu'il nous a montré. Il était très content avec sa deuxième position. François Bellemare, mais c'est un véritable conte de fées. François Bellemare, depuis 2014, qui a gardé son message texte dans son téléphone, qui avait demandé d'emmener les voitures de style modifié sur le circuit. Et ça s'est réalisé et c'est lui qui va chercher la victoire devant sa famille, ses amis. Évidemment, là, tous ses employés étaient probablement là. Il y avait beaucoup de fans. Je pense que ça a été une victoire très émotive. On le voit dans son véhicule. Il était très, très content. Je te confirme que pour avoir été le premier à courir jusqu'à la voiture, tellement... Moi puis Benoît, on était contents. On était peut-être un peu biaisés en étant là. On est arrivé sur le finish line. François est sorti de la voiture, il a fait des accolades à tous les deux. Il était vraiment... N'importe qui arrêtait là, il aurait sauté dans les bras. Il était vraiment très, très, très content. C'était incroyable comme moment. Et Andrew Ranger qui finit troisième. Après le départ, regardez sa position. Oui, il y a un contact avec Camiran, mais par la suite, a fait un tout droit et a dû repartir de l'arrière. Donc, a fini troisième. Donovan Lucier qui a fini cinquième. Sébastien Goujon, malheureusement, s'est fait dépasser alors qu'il menait l'épreuve assez facilement. Justement, Sébastien Goujon, c'était un qu'on pensait peut-être être des favoris. En finale, quand il a pris justement la tête en dépassant François Bellemare, on a dit « Oh, OK, Sébastien Goujon est dans un autre game. » Il était très, très, très rapide. Il s'est fait peut-être surprendre un peu sur la relance. Mais par contre, là, Sébastien Goujon a déjà coursé au Grand Prix de Trois-Rivières. Entre autres, là, il a déjà fait du kart. Il est un habitué du circuit routier. Ça l'a vraiment surpris quand on l'a vu passer. On a dit « Oh, la course est peut-être déjà finie. » C'est à l'arrière que ça se passe. Mais la relance a fait tout un spectacle par la suite. Ouais. Si ce n'était pas du dernier drapeau jaune, là, Sébastien Goujon remportait haut la main. Là, il avait pris l'avance. Très, très impressionnant à la voiture 44. Oui, donc Sébastien Goujon termine quatrième. Donovan Lucier cinquième. Mario Claire, quelle fin de semaine de misère pour lui. On a dû changer le moteur. On a dû ressouder le châssis. Termine sixième, parti à l'arrière.
Et Mario termine 6e. Très belle course. Je pense qu'ils ont eu quand même beaucoup de plaisir. D'ailleurs, on remercie Éric Loyer de Remorquage du Plateau qui avait affiché notre logo là, sur la superbe voiture numéro 96, Remorquage du Plateau, Ramon Pizzeria. Et on voit justement, on est en train de réparer le moteur. On a travaillé très, très fort. Là. Et ça, c'est la soudeuse de Génic qui a aidé justement l'équipe de Mario Claire. Raphaël Lessard a pris le 10e rang. Raphaël a été impliqué là, dans un incident avec Steve Turcotte, a dû repartir de l'arrière. Pour Raphaël, ça n'a pas été facile non plus de la fin de semaine, même en Pinties, on va en parler là, tout à l'heure. Ça n'a vraiment pas été facile. Et par la suite, on a Daniel Demers également qui a terminé 8e. Gabriel Pépin, 9e. C'est lui qui a terminé 7e, Kevin. On monte. C'est Jean-François Tessier, mais oui, Jean-François Tessier. Faut pas l'oublier, lui aussi, a dû travailler très fort sur sa voiture, a été victime d'un contact justement avec Mario Claire, ça avait abîmé la direction assez solidement, donc on a dû travailler fort. Ouais, du côté de Mario Claire, ce qu'il nous a dit lorsqu'on est allé jaser un petit peu après sa qualification, il savait qu'il était pour partir loin. On lui a demandé comment tu étais pour gérer ta course. Vous savez que Mario est quand même un petit pince sans rire. Ah, il dit c'est pas grave, je vais toutes les dépasser au large. On va parler rapidement de Pinties avant d'avoir notre premier invité. Victoire d'Alex Tagliani dans une course qui, je dirais pas qu'on n'a pas eu beaucoup de dépassements, disons. À la fin, ça s'est essayé un petit peu. Là, ça a joué de la porte du moulin, la croix. On a essayé dans le virage en 90 après la longue ligne droite. On s'est essayé. Ça a joué un peu de bumper, même après le quadrillé. On n'a pas vu ça, malheureusement. On l'a pas vu, malheureusement. On l'a juste vu. On a vu deux voitures arriver passablement devant. Donc, effectivement, Alex Tagliani l'a eu assez facile, malheureusement. Il était en tête, il s'est bien défendu. On n'a pas eu beaucoup de dépassements pour la pole. Ça a été plus difficile ensuite. Là, on avait le plus jeune des Moulins, c'est bien... Louis-Philippe. Oui, Louis-Philippe qui, à RDS, on disait, on pense qu'il sauve les tires, on pense qu'il essaie justement d'étirer la course puis de revenir plus fort à la fin, mais il n'y a jamais eu cette fin-là, justement. Donc, ça a été triste à ce niveau-là. On a eu une bagarre à 3 à l'avant. Oui, on pensait avoir une course plus intéressante avec des arrêts au plus, parce qu'habituellement, la série PT faisait un 50 tours, mais cette année, il faisait un 60 tours pour... obliger les pilotes à aller faire un arrêt au puits. Donc, on voyait les voitures seulement rentrer. Ils faisaient un splash and go qu'on appelle, mettaient quelques litres d'essence et ils repartaient. On pensait vraiment avoir une plus chaude lutte avec des voitures qui allaient changer les pneus, mais ça ne s'est pas passé. Donc, ça a été une course un peu plus tranquille du côté des Pinties. Puis malheureusement, ensuite, c'est Andrew Anger. Andrew Anger qui a été peut-être un peu déçu de sa course. On se battait dans le top 5. On n'avait pas la voiture pour aller nécessairement chercher Tagliani non plus. S'est fait surprendre sur les freins. On a échappé la voiture. Puis on a eu ensuite de ça là, un abandon de son côté. Puis aussi, l'autre déception du week-end, malheureusement, premièrement, c'est Camiran. Camiran qui a été le premier sorti de sa course. On voit justement le Tagliani, mais Camiran a été sorti très rapidement des ennuis de transmission. Donc, on a dû abandonner l'épreuve très, très, très rapidement. Mais aussi Raphaël Lessard qui a eu des ennuis avec sa NASCAR Pinties aux couleurs de Napa Donald Teague. Malheureusement pour lui, ça n'a pas été le week-end escompté. Oui, donc avant de continuer, on va demander à notre invité, là, François Bellemare, de se joindre à nous pour lui parler justement, le champion du défi urbain Chevrolet, François Bellemare, qu'on va rejoindre justement. Il est à la maison. Salut François! Salut les gars! Comment ça va? Ça va très bien, vous autres? Ça va super bien. T'as-tu eu le temps un peu là, de digérer ta victoire là, depuis samedi soir? Ben quand même, vous avez remarqué que les réseaux sociaux sont très actifs. C'est sûr que le monde en région ici, je pense qu'il fait soir encore dans leur maison au moment où on se parle. Nous autres, la vie courante a recommencé aussi l'ouvrage, puis on fallait focuser sur ce qui nous amène aux courses, ça c'est notre gagne-pain. Puis en plus, ben là, tout ça entremêlé, il faut se préparer pour aller aux courses en fin de semaine. Est-ce que tu vois un engouement par rapport aux véhicules modifiés là, depuis ta victoire dans ton entourage ou dans les gens de Trois-Rivières? Là? Ah ben c'est sûr, écoute, ce qu'on a présenté, je pense, c'est au-delà de nos attentes, de tout le monde qui ont participé à cet événement-là, de près ou de loin, du début jusqu'à la fin. Les gens, je pense, s'attendaient pas à avoir un show comme ça. Puis oui, effectivement, ça a fait connaître nos voitures de terre battue. Puis plusieurs d'entre eux qui me parlent, ben oui, on va aller voir ça à Drummond ou à Granby, Saint-Marcel. Je pense qu'on a créé quelque chose.
François, c'était ton idée, tu nous en as parlé après la course. Tu rêvais d'amener ces voitures-là. Est-ce que tu réalises que c'est ton rêve qui s'est réalisé, puis en plus, tu as gagné? Ben, écoute, quasiment un conte de fées. Vous avez été là tout le week-end à côté de nous autres. Vous avez vu les problèmes qu'on a eus, les hauts, les bas, jusqu'au dernier tour. Écoute, quand Sébastien m'a passé, j'ai manqué de break en rentrant dans un. La pédale est tombée au fond. Là, je venais à bout de revenir, puis de virer à droite, pour le deuxième, garder le focus. J'ai dit, c'est pas fini là. Heureusement, il y a eu une relance. Là, c'est Sébastien qui a fait une erreur dans deux, qui m'a permis de reprendre la pole position. Mais tu sais, c'est les hauts et les bas aussi du circuit de Trois-Rivières. Il faut rester concentré du début jusqu'à la fin. La pédale de frein, tu sais jamais ça va être présente en rentrant dans une courbe ou non. Écoute, il y a plein de petits bobos comme ça là, qui te passent dans la tête, mais il faut vraiment que tu gardes le focus sur ta course. C'est quoi cette pression-là, François, justement, là, de leader un peloton de 27 pilotes sur un circuit routier, justement, que c'est tout nouveau pour tout le monde? C'est quoi cette pression-là? Ben, écoute, que ce soit sur la terre ou sur l'asphalte, c'est sûr que un coup, t'es en avant ou peu importe, dans ta voiture, t'es dans ta bulle puis tu fais ta course. J'avais une stratégie de course, justement, pour pas me faire dépasser dans le dernier tour. Connaissant le circuit, ben, c'est sûr que ça m'a aidé beaucoup, là. Outre que d'avoir coursé, c'est ma 8e participation au Grand Prix, mais outre que ça, ben, j'ai participé, ma famille antérieurement, mes deux oncles ont été présidents du Grand Prix de Trois-Rivières. Le Grand Prix fait partie de notre culture ici, puis je vous dirais, ça fait 40 ans que je vais au Grand Prix. Oui, François, on voit à l'arrière de toi, tu as vraiment choisi un très bel endroit pour entreposer le beau trophée là, sur ta tablette de foyer. Le trophée qui était, qu'on peut dire, qui était entièrement fait avec des pièces. Il a fallu renforcer la tablette, c'est ça, il est pesant ce trophée-là. J'ai toujours des belles voitures. C'est ça, je veux une pierre chandelle à mon épouse Julie. C'est elle qui a fait le staging dans la maison aussi, là. Moi, François, je voulais savoir les aspects techniques. Quelles sont les modifications que tu as dû apporter pour, surtout aux ajustements de la voiture pour pouvoir aller compétitionner sur le circuit routier? Est-ce qu'il a fallu que tu, comme on dit, virer la voiture à l'envers là, pour venir à bout d'avoir une voiture performante? Ben, nous, on l'a viré la voiture à l'envers. Je sais qu'on n'a pas eu toute la même approche là, pour parler aux autres équipes. Mais, tu sais, moi, je voulais amener la voiture la plus neutre possible là, en pourcentage là, de poids gauche-droite, avant-arrière. Le plus bas possible. On l'a vu aux balances, là, on était limite des tolérances. C'est tous des petits atouts que j'ai appris là, dans le passé quand j'ai roulé en circuit routier. C'est tout ce bagage-là que j'avais, moi puis Daniel Plante, mon mécano qui me suit depuis 20 ans. On a jasé longuement et largement comment on préparerait la voiture pour Trois-Rivières. Puis je pense qu'on avait quelque chose de bien. François, tu es un gars de Trois-Rivières, évidemment. Parle-nous un peu de comment tu t'es senti dans les deux derniers virages. Quand tu es sorti du dernier virage, tu as vu le drapeau damier dans les mains là, de Gaston Salva. Ben écoute, c'était un moment magique, c'était un moment inoubliable. On y rêve tout le monde veut le checkered flag. Puis, tu sais, on travaille tellement d'arrache-pied, là. J'ai nommé Daniel Plante tantôt, Francis Perrault, Régent Corbin qui me suit dans mes épaules. Tu sais, personnellement, j'ai organisé des courses de karting, le Monaco de Trois-Rivières pendant 13 ans. On a organisé des courses de moto sur glace à Trois-Rivières. C'est ce que Dominique Lucier a mis sur place avec tous les gens alentour de lui. C'est phénoménal. Toutes ces choses-là, la préparation, comme je disais tantôt, du début que personne ne voit, mettons, de mettre ça sur table puis de le concrétiser, c'est incroyable. Fait que, tu sais, oui, là, 7 ans, j'ai eu l'idée puis je poussais Doom à toute fois qu'il venait nous voir à Velousia, peu importe, aux courses de terre, puis Doom Fugère, qu'il l'a mis vraiment, qui a concrétisé cet événement-là puis que je la gagne en plus, c'est incroyable. François, ça prend une bonne équipe pour réussir à faire ça. Tu as eu des troubles toute la fin de semaine. Parle-nous un peu des gens qui t'ont accompagné là, dans cette victoire-là. Eh boy, ben, justement, mon équipe, Francis Perrault, Daniel Plante, Régent Corbin,
Éric Bouliane, qui est mon master mécanique chez Genic également, qui a travaillé jour et nuit, que ce soit pour la job, pour la voiture. Puis, je peux pas l'oublier, vous la connaissez toutes, la belle Julie. C'est ma femme, sans elle, qui me motive à tous les jours où j'y arriverai jamais. Puis, elle me donne toujours le coup de main dans le dos pour qu'on avance puis qu'on réalise nos rêves. Ça, c'est ma petite équipe. Après ça, quand les gros problèmes sont arrivés, c'est là qu'on a vu l'esprit de famille qu'on a dans les équipes de course à la terre battue. Et M. Plante n'y arrivait pas. Simon Perrault est passé. Il dit, tu aller chercher mon père? Il dit oui. M. Perrault est arrivé. Eux autres, ils étaient prêts à timer le moteur, changer le distributeur. Éric Bouliane était en dessous du char avec sa blonde, changer les 8 plots. Moi, j'étais assis dans le char puis je tapais du pied. J'ai dit, on n'y arrivera pas, on fera pas ce final-là, on va tout faire ça pour rien. C'était un moment vraiment dramatique. Puis, au début, quand la voiture a démarré, tous les gens alentour de la voiture, ça s'est mis à broyer, à pleurer. Moi, je savais que c'était pas terminé encore, mais écoute, on était dans la bonne direction. François, moi, j'ai une question. Qu'est-ce que tu dirais aux pilotes qui sont pas venus à Trois-Rivières, justement, pour les convaincre d'être là l'année prochaine? Ben écoute, ça appartient à tout le monde, ça. Je peux pas. Tu sais, il y en a qui aiment pas ça de l'asphalte, qui n'aimeront jamais ça. Moi, j'ai participé à plein d'événements motorisés, puis je carbure à ça. Le monde me demande pourquoi je suis allé en terre battue, pourquoi j'ai fait ci, ça. J'ai fait du 2 roues, du 4 roues. Je carbure à ça. J'aime les changements, j'aime être en compétition avec quelque chose de l'inconnu puis de l'apprivoiser. Ceux qui n'ont pas été là, ils ont manqué, écoute, le show de l'année là, au Québec, puis pas dire au Canada, là, c'est quelque chose de grandiose, c'est quelque chose en devenir. Moi, personnellement, connaissant le Grand Prix de Trois-Rivières, je savais de quoi on était capable, de quoi le Grand Prix était capable de présenter. Puis c'est vraiment une belle fenêtre là, justement pour les gars de terre battue de se faire voir, de faire connaître le sport, de faire connaître leur équipe, puis de remercier leurs commanditaires en même temps. C'est dommage qu'on est encore dans la pandémie, parce que quand les estrades sont pleines puis que les spectateurs viennent à les paddocks, écoute, t'as les frissons toute la fin de semaine. Là. Puis François, avant qu'on se laisse, admettons qu'il y aurait un Dominique Fougère là, derrière l'écran qui t'écouterait. Qu'est-ce que tu lui dirais après un week-end parfait comme ça? Admettons qu'il serait juste derrière l'écran. Je suis content de m'avoir écouté 7 ans plus tard. Il comprend vite, mais il faut y expliquer longtemps. Il t'a très bien entendu. Si tu peux le voir, là, regarde dans l'écran, là, regarde qu'il est avec nous. Hey, François, encore une fois, chapeau. Je pense que tu as fait vivre des émotions à tout le monde, à toute l'équipe des gars de course. Comme on disait... Un vrai conte de fées. Avoir un scénario de film à écrire, c'est celui-là. On faisait attention là, pas trop être content, là, évidemment, parce qu'on a des amis dans chaque équipe. Là. Mais pour cette fin de semaine-là, de voir le gars de Trois-Rivières gagner cette course-là, je pense que ça n'avait pas de prix. Merci beaucoup. Écoute, comme je disais à tout le monde, on ne l'a pas volé, c'est un travail d'équipe. J'ai fait ma job en arrière du volant. J'ai ménagé la voiture. J'ai protégé mes lignes, je me faisais redépasser, puis je m'emballais pas avec ça. Quand David me passait au bout du Carmel, je savais qu'il commettrait une erreur, il rentrait ben trop vite. Mais ça m'appartient, je connaissais le circuit. Je me suis mindé à prendre ma courbe plus tranquillement, puis sortir plus rapidement, puis le repasser à la sortie de la courbe. C'est tout des petits atouts que j'avais dans ma poche droite, que les gens se souvenaient pas que j'avais ou qu'ils connaissaient pas, mais mettons que j'ai un petit peu d'expérience en circuit routier, puis surtout à Trois-Rivières. Hey François, félicitations pour ta victoire. Puis on a bien hâte de te revoir en piste dès vendredi. Mais là, ça va être sur la terre battue. Exact. Merci beaucoup, François. Plaisir. Donc, on s'en va à la pause. Et au retour, on reçoit Dominique Lucier et Dominique Fugère pour nous parler du Grand Prix de Trois-Rivières et du défi urbain Chevrolet. En direct de chez Lucier Chevrolet à Saint-Hyacinthe, nous avions envie de vous partager les coups de cœur de l'équipe sur la toute nouvelle Bolt 2022. Le véhicule a été totalement redessiné, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Passez nous voir en concession afin de continuer à la découvrir.
Bâtir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. Festidrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prolon Control et Choix Radio X. Les gars de course tiennent à remercier leurs précieux partenaires. Groupe Génique, Garage P. Auclair, Remorquage du Plateau, DL Performance Distributeur VP Racing Fuel. De retour à cette semaine aux courses présentée par Lucier Chevrolet. Je suis avec Dominique Lucier et Dominique Fugère du Grand Prix de Trois-Rivières. Deux personnes très importantes là, qui étaient derrière le défi urbain Chevrolet. Messieurs, ma première question, c'est: avez-vous dormi depuis que le Grand Prix est terminé? C'était plus facile de dormir une fois que ça a été fini que les journées avant, je vous le dis. 8h hier, 7h le soir d'avant, parti comme un œuf. Mais ça ne me tente pas de retourner à 2 puis 3 heures. Je peux vous dire qu'une fois que les pilotes du défi urbain sont partis, il fallait accueillir les légendes modifiées, il fallait les accréditer. Ils sont arrivés à 16. Moi, je pensais qu'ils seraient 12. Fait que j'ai rentré les accréditations comme un grand. On a sorti le pass. Ça n'a pas dormi beaucoup. Si vous avez entendu l'alerte Amber, là, j'ai entendu 40 fois. Je dormais dans le bureau du Grand Prix. Tous les cellulaires dont on sert pour scanner les passes étaient dans la pièce d'à côté. Ça réveille enceinte, s'il vous plaît. Mais là, ça va mieux. Messieurs, les modifiés étaient là pour la première fois, Défi urbain Chevrolet, première édition. Depuis que ça a passé, évidemment, à RDS, est-ce que vous avez eu des feedbacks des gens là, qui ne se sont pas intéressés, justement, là, à ce genre de course? Ben, je pense que, Tommy, le défi urbain, ça a été une idée qui a été... je pense qu'on avait travaillé depuis déjà plusieurs années. Je pense que le bon temps était d'amener ça cette année avec la plage de temps à cause du COVID. Puis, on a ramé un petit peu à contresens du vent, du courant pendant le mois avant. Puis tout ça, ça a été quand même un bon défi d'avoir les autos, le volume d'autos qu'on voulait, puis tout ça. On a réussi. Je pense qu'à 27 autos, on était une des séries avec le plus de voitures en piste. Ça a surpris mon conseil d'administration. Là, je vous le dis, quand ils ont vu les coulons, il y en a jusqu'à où? Là, j'ai dit, on a 27. Mais moi, dans ma tête, ce que je me disais, c'est on a moins 13. On en voulait 40. Oui, exactement. Puis ça a été un stress d'amener ça puis de dire est-ce qu'on va venir à bout des résultats qu'on voulait en piste au niveau du spectacle puis tout ça. Super content du week-end qu'on a passé avec les équipes. Ça a été un des beaux week-ends que je vais avoir vécu. Ça m'a fait penser un petit peu quand on va à Syracuse ou Oswego, des week-ends que tout le monde est proche ensemble. Ça a été, l'ambiance était bonne, on a eu du fun. Mission accomplie, puis oui, c'est sûr que je ne devais pas penser au défi urbain en me levant dimanche, mais finalement, j'ai pas réussi. On a commencé déjà à dire hey, c'est quoi qu'on a fait comme bon coup, comme moins bon coup, parce qu'il y a des choses qu'on va sûrement améliorer. Vers où on va vers l'avenir, c'est un peu ça. Parce que quand tu déploies toute cette énergie-là, puis que la première se passe bien, on n'a pas envie que ça arrête. On ne veut pas avoir établi cette fondation-là pour ne pas mettre de maison par-dessus. Donc vraiment, on est là. Là, c'est quel genre de maison qu'on met? Un toit avec un pignon, un toit à quatre côtés. Qu'est-ce qu'on fait là? On est vraiment là-dedans. Mais je pense qu'on a une base très, très solide pour arriver avec quelque chose qui va, encore une fois, marquer l'imaginaire, puis trouver sa place dans le cœur des amateurs de course de Trois-Rivières, mais aussi à l'opposé, qui va permettre aux gens de terre battue de venir chez nous, puis de pouvoir célébrer leur meilleur. On en parlait tout à l'heure, moi et Dominique. Ça va être quoi quand on va se prendre un peu à l'avance, que la course va être au calendrier plus que 6 semaines avant le début, et qu'on va vendre des forfaits, qu'on va peut-être partir une tente hospitalité, ou on va peut-être monter un gradin au grand complet. On l'a fait à l'époque du Sportsman Québec, ça avait bien fonctionné, puis on sait que la communauté de terre battue est beaucoup plus serrée que celle des ovales sur asphalte. Si on se prend un peu à l'avance, on décide de vendre des forfaits, on peut te ramasser avec un méchant party. Là. Ouais.
Justement, Dominique, moi, je vous ai trouvé très proactif parce que les pilotes se sont plaints dès leur premier tour de la chicane. Et vous n'avez pas hésité à prendre le pouls et justement, vous l'avez changé. Là. Ouais. Mais ça, le gros monsieur l'avait dit. Fait que... il y a eu des combats d'idées là-dedans, puis moi, je pense qu'on savait qu'on risquait de devoir réagir. Exact. Puis là, des tours à Trois-Rivières, tu peux pas en faire avant que l'événement commence. Fait que là, tu sais, de dire à quelle vitesse ils vont sortir de la courbe avant la ligne droite, puis à quelle vitesse ils vont rentrer dans la chicane. Puis on avait mis finalement, à la dernière minute, une deuxième chicane, que ça, elle a été improvisée le matin de l'événement. Puis finalement, au bout de la première session, j'ai adoré la discussion qu'on a eue avec les pilotes parce que tout le monde était bien calme. Puis on dit, hey, on l'essaye-tu pour la prochaine session de distancer un petit peu ces pneus-là pour qu'on passe avec plus de vitesse? Puis l'autre, on pense qu'on n'a pas de besoin. On pense qu'on va arriver au bout de l'autre ligne droite avec un petit peu, peut-être sur le coupe-feu, mais pas assez. Puis finalement, je pense que ça s'est avéré un bon choix. Il ne faut jamais oublier qu'à Granby, à chaque tour, les pilotes se coupe-feu deux fois par tour. Donc, il ne faut pas non plus ambitionner. C'est possible, ça existe. Les boîtes MSD sont là pour ça. Ouais. Puis au-delà de ça, ce qui était important dans notre cas, c'est là que moi, je me suis fait une raison. Je me dit, OK, là, ferme ta gueule, écoute les autres un peu. On va faire des chicanes, parce que c'est plus facile d'enlever une chicane de juste dire on la fait pas, que le matin de se réveiller ou après la première session, de dire ça nous prend une chicane. Sont les pneus, sont les chargeuses, où est le talent, où est-ce qu'on la met, où sont les marques par terre. Donc, en ayant installé les deux chicanes le matin même, il y en a une qui était prévue depuis un bon bout de temps, mais on vient justement de voir la chicane à l'écran, ça nous permettait d'avoir cette flexibilité-là, de pouvoir l'enlever, puis juste de se dire, on a un peu moins d'ouvrage, ça se passe bien, puis je pense qu'on a trouvé une formule gagnante, puis l'année prochaine, si on revient avec le même type de voiture, le même type de moteur, on va aller avec le même chicane. Ouais. Justement, en parlant de l'année prochaine, Michel Tassé de La Voix de l'Est a sorti un texte très positif, disons, pour l'année 2022. Je sais qu'il est encore très, très tôt. Lui, en plus, il l'a regardé à la télé. Il l'a regardé sur Internet, pauvre Michel, à cause de la COVID, il n'a pas pu se rendre. Il a dit qu'il se rabattre sur la couverture de ses collègues du Nouvelliste. Je sais qu'il était déçu. Mais... Oui, il m'a appelé, effectivement. Donc, en 2022, là, présentement, c'est quoi votre idée là, pour le défi urbain? Écoute, là, on est encore en mode 2021. On doit faire une rétroaction, on doit parler à tous les acteurs. Nous, on doit se parler entre nous, on doit parler aux pilotes, on doit parler aux manufacturiers de pneus, on doit parler à Chevrolet, on doit parler à Pete Bicknell, on doit parler à Bobby Hearn aussi pour les voitures. Il faut qu'on voit comment est-ce qu'on peut avancer, mais il ne faut pas avancer trop vite. Quand ces voitures-là ont roulé du côté du New Jersey Motor Speedway, c'est Wayne Weaver, à qui j'ai téléphoné, qui avait démarré la série, puis il m'a dit il faut que vous fassiez très attention à la deuxième édition. Parce qu'il dit, nous autres, Ted Christopher, il a décidé qu'il était pour violer la classe. Il est arrivé avec une fusée qui aurait probablement pu se qualifier aux 500 000 d'Indianapolis. Il dit, c'est comme ça qu'il me l'a décrit. Et c'est une voiture qui était techniquement beaucoup trop avancée par rapport aux autres. Donc, il faut qu'on s'assure de garder le carré de sable assez limité du côté technique, mais il y a aussi le côté commercial du côté qu'il faut regarder. Il faut créer un engouement. Là, ça a bien été parce qu'on était à la télé. On voit, c'est tellement beau quand ça passe dans la chicane. Pour ça, était très élégante, était exactement au bon endroit. Mais, donc, c'est ça. On pense qu'on a un bon design des circuits, on pense qu'on a un bon règlement technique, mais il faut s'assurer d'avoir des paramètres qui vont nous permettre de continuer à croître, de continuer à avancer. Je pense, Dominique, c'est un petit peu le même avis que j'ai. On a le côté, on revient avec le même combat qu'il faut améliorer, le côté technique, le côté de calendrier, le côté financier. C'est toutes des choses qu'il faut passer étape par étape. Il y a plein d'intervenants à qui on doit s'adresser pour être sûr qu'on peut remettre les morceaux du puzzle en place pour être capable de faire fonctionner ça. Il est tôt, on a déjà commencé ces démarches-là, puis tout ça. Je veux prendre le temps là, rapidement, il va y avoir des annonces. C'est une chose que je pense qu'on va devoir déjà limiter, c'est la possibilité d'aller pratiquer sur l'asphalte en circuit routier avec ces voitures-là. Je suis pas contre l'idée de donner des tests ouverts, comme on a fait du côté de Sanan. Je pense non seulement que c'est important, mais que c'est essentiel. Mais si tout le monde se met à tester, il y a une raison pourquoi il y a un moratoire sur les tests en Coupe NASCAR, il y a un moratoire sur les tests en Formule 1, il y a un moratoire sur les tests en Indy. C'est parce que c'est là où ils se dépensent le plus d'argent
pour pas grand-chose. Tu sais, des maniaques comme nous autres, aller voir des tests, moi, je triple. Je m'assieds dans le trailer, je regarde qu'est-ce que les changements que les gars font, mais il n'y a personne dans les gradins, il n'y a personne pour payer les factures. C'est pas très rentable comme opération, donc il faut limiter ça à un minimum, mais il faut s'assurer aussi que les techniciens, les ingénieurs, les petits brillants qui vont avoir des idées, il faut au moins qu'ils soient capables de mettre leurs idées en pratique un peu avant de les mettre sur la piste. Je vais aller avec des questions un peu plus ciblées. Là, je vais parler au père, Dominique. Moi, je t'ai vu, je sais que tu es quelqu'un de relativement calme, tu es posé, mais dans la ligne des puits, quand Donovan était sur la piste, c'était un autre Dominique, on dirait. Ouais, ça a été vraiment dur sur mes nerfs. Je pense que, tu sais, premièrement, au début de week-end, j'avais dit en meeting avec les pilotes qu'il fallait que tout le monde ait des attentes en fonction de leur expérience. Je pense qu'il n'y a personne qui s'attendait à ce que Donovan ait des performances comme ça, moi le premier. Fait que là, bon, il vient s'installer un paquet de fierté, de stress, mais là, tu sais, le stress d'un papa, le stress d'un papa promoteur qui veut que tout se déroule bien. Je ne voulais pas perdre le focus parce que oui, j'étais là avec mon gars, je voulais en profiter, mais je voulais m'assurer que les 26 autres en profitent aussi. Fait que vous m'avez vu faire les 100 pas. Tu piétinais un peu. On a eu le plus bel exemple d'un hockey dad qui est coach en plus, c'est lui qui organise le tournoi. Ouais, c'est ça, c'était ardu, mais je pense que ça s'est bien passé. C'est sûr qu'il arrive tout le temps des petites anicroches dans tout ça, en piste, puis ça, je sais que Maxime et Donovan ont eu un petit accrochage à la fin qui a désavantagé la fin de course à Maxime. On ne peut pas tout éviter. Je pense que les gars, en général, nous ont donné un bon spectacle. J'étais très fier de ma gang. On avait une grosse gang. On avait beaucoup d'autos sur la piste. On avait dans le fond Dexter Stacy, Jean-François, Ron Fellows, puis Donovan. Ça a été super le fun de travailler avec Ron Fellows. Méchante expérience de vie, ça aussi, de l'avoir avec nous. Fait que non, j'ai été très content. J'ai reçu beaucoup de téléphones de félicitations. Puis je pense que Donovan, c'est un petit gars qui n'a pas ça va avoir resolidifié sa confiance en lui. Dominique, maintenant, toi, au niveau du Grand Prix de Trois-Rivières, si on regarde l'ensemble, est-ce que tu es satisfait de l'édition, la 51e édition? Nous autres, on est très heureux. Je te dirais, on pourrait regarder ça et se dire, dans les circonstances, on est très fiers du Grand Prix qu'on a livré, mais on a livré des Grands Prix pires que ça, même s'il n'y avait pas de circonstances de COVID, pas de circonstances de pandémie. C'est certain que ça me frustrait un peu en dedans. Ça m'a pincé le cœur de voir les gradins clairsemés, de voir surtout toute la zone entre la fausse grille et puis les loges, tout le long de l'avenue Gilles Villeneuve. Habituellement, c'est 5 de large, empilés les uns sur les autres. Et là, il n'y avait personne. Nous, il fallait qu'on laisse cette zone-là dégagée parce qu'il y avait la possibilité... Le CIUS, le centre de vaccination, était là. Puis dans un délai de 30 minutes, la demande de vaccination, on était capable de réouvrir le centre de vaccination comme ça, mais les mesures sanitaires qu'on a dû mettre en place ont fait qu'on était limité à peu près au tiers ou à peu près le quart de notre capacité. Mais on avait fait les calculs en conséquence. Je pense que ça va être bon. C'est certain que dans l'application, les promoteurs, Dominique saura te le dire, je suis certain que c'est pareil à Granby. On regarde ça, puis ça n'a pas marché comme on pensait. Ça n'a pas marché comme on pensait. Ça n'a pas marché comme on pensait. Mais quand on regarde, on se recule un peu, on monte un peu. L'avion qu'on a peinturé en plein vol a réussi à s'atterrir. Donc, on est fiers de ça. Puis, il y a des idées qu'on a développées à cause de la COVID qui vont faire école puis qui vont servir dans les éditions subséquentes. Il y a une classe, Dominique, les CTCC sont arrivés avec 10 voitures. Oui. Ce qui se disait dans la tente média, c'est que il y a beaucoup de voitures qui sont dirigées vers l'autre série de touring. Ben, en touring, là, c'est en production, finalement, on a le CTCC, puis il y a une nouvelle série du côté de l'Ontario qui est allée chercher plusieurs voitures, mais ça va pas vraiment mieux, eux autres non plus. Là. À Calabogie, il était 9. Donc, à Trois-Rivières, il y avait 10 en CTCC. Du côté du Super Production Challenge, des voitures d'un peu moins de niveau un peu moindre, un règlement un peu plus, je dirais, démocratique, si on veut. Mais on avait une trentaine de voitures. Puis nous, on a fait le choix, quand on a vu qu'il y avait 10 voitures d'une classe, et puis au-delà de 25 de l'autre, d'aller avec le Super Production Challenge qui avait tous des lumières puis était prêt à le faire. C'est les images que ça a donné, puis je ne sais pas si on les a en régie. Ce que vous voyez là dans la porte du Plessis, ça c'était le CTCC. Ils arrivent, ils sont 10, mais pour la course nocturne en Super Production Challenge, on voyait un chapelet de voitures, la porte illuminée. C'est ce qu'on a besoin comme événement. On a besoin d'avoir quelques courses qui sont des courses phares, qui sont des courses qui frappent l'imaginaire encore une fois. Puis
on veut que notre événement ait l'air aussi big ou sinon plus big qu'il peut l'être. C'est le genre de choses que ça nous permet de faire, d'avoir beaucoup de voitures comme ça. Puis il faut savoir qu'en SPC, en plus, il y a des gros commanditaires. Fix Auto est là. Ils nous donnent un bon coup de main du côté du Grand Prix. Fait que pour nous, de travailler avec eux, ben, c'était intéressant. C'est certain que là, on voit les voitures du Doc Hébert. C'est cool de les avoir sur la piste en CTCC, mais il y a vraiment une réorganisation qui se fait du côté de la production. Puis on est un peu là-dedans. Ceci étant dit, le CTCC, c'est une série avec qui on a un contrat en place. Nous, j'aime beaucoup utiliser l'expression que tu ramènes à la maison celle qui t'a accompagné au bal. Donc, le CTCC sont là depuis une quinzaine d'années. On ne sera pas ceux qui vont tirer la plug. Puis, s'ils nous ont dit, on va être là, on va avoir 10 voitures, ben, on va être là, on va avoir 10 voitures, on les amène. Mais c'est certain qu'on a réaménagé le calendrier. Puis, je pense qu'il y a un brassage d'idées là, qui se fait. Là, on voit justement les SPC. Il y a un brassage d'idées qui se fait. Il y a un brassage de philosophie. Puis, il faudra voir ce que ça va donner là, au fil des années. Il y avait une autre classe également en démonstration, les légendes modifiées. Exact. Entre les branches, on a entendu dire qu'il y avait certains pilotes qui étaient intéressés à peut-être essayer ça au courant des prochaines années. Est-ce qu'on va voir cette classe-là de retour dans les prochaines éditions? Ce type de voiture-là puis Dominique, corrige-moi si je me trompe, là, mais je pense que quand on prend les légendes puis les Bandoleros, le Inex Racing, ça a été développé par Speedway Motorsport. Puis ici, bon, je sais que François Adam en a fait beaucoup, mais il reste que la classe a été développée par SMI. Il y en a dans toutes les pistes de SMI, que ce soit Loudon, Texas, Bristol, Kentucky. Il y en a même du côté, on les voit là, justement à l'écran. Donc, ce type de voiture-là, il y en a partout. La plupart des pilotes de NASCAR actuels ont commencé là-dedans. Et puis, c'est une classe qui, ça va vite, mais ça va bien. Je pense qu'on a eu une neutralisation. Puis, ils ont été très disciplinés. On les a évalués le matin pour voir si on pouvait leur permettre de faire une course le soir. C'est vraiment quelque chose, comme tu disais tantôt, Dom, fallait utiliser les circonstances de la COVID puis travailler avec ça, ben ça fait partie de ça. Mais les Mod Light ressemblent beaucoup à ça, là, qui roulent du côté de Saint-Marcel, au RPM Speedway. Fait que nous, de notre côté, on pourrait pas avoir des go-karts. Mais ça, je pense que c'est peut-être le type de voiture le plus abordable et le plus adapté à la relève qu'on pourrait avoir chez nous dans une classe de soutien. Ben nous, on a regardé cette course-là, justement. C'était juste après les Pinties. Puis on s'est avancé le long du mur. Puis on n'en revenait pas. C'est rentré 5 $ dans la cour numéro 1. Ça s'est pas touché. On a eu tout un spectacle en légende modifiée. Puis, adapter les Mod Light puis les mettre là-dedans, on peut se retrouver avec un peloton de 35 comme ça dans le claquement des doigts. La motorisation. Exact. Mais ça, t'es capable de pallier par le poids puis tout ça. Exact. Puis quand on est un an à l'avance, il y a moyen de travailler dans cette direction-là. Quand on est 6 semaines à l'avance, comme le moment où on a décidé de faire le Grand Prix cette année, ben là, ça change la donne. Ouais. Donc, Dominique, on retourne aux courses vendredi. Déjà, de l'autre Dominique, c'est dans un an. Moi, c'est dans le dodo. Une grosse soirée. La soirée Robert Bernard, on le sait, c'est une des soirées où il y a beaucoup de spectateurs. Ouais. À quoi tu t'attends, justement, là, par rapport... avec le COVID, on ne peut pas remplir, évidemment, mais ça va être quand même une bonne foule. Ouais, je pense que, premièrement, je remercie la famille Bernard. Bon, c'est la même chose avec peu de temps. On a relancé la soirée Robert Bernard. Normalement, c'est quoi qui est vraiment préparé d'avance. C'est d'ouvrage pour eux autres et nous de planifier toute la logistique d'accueillir un groupe de 2000 personnes, parce que c'est à peu près ça que la famille Bernard amène comme invité le soir de la soirée. Là, on le fait à la dernière minute un peu avec un peu des contraintes de quantité de billets, etc. Fait que je pense que ça va être une bonne soirée. Ça sera clairement pas 2000 invités qui vont avoir, c'est probablement entre 500 et 1000. Mais tu sais, tout le monde, quand même. Mais je pense qu'on est chanceux, là. Tu l'as dit tantôt, Dominique, on a la gang de terre battue, c'est assez serré. Tout le monde veut essayer de faire son bout de chemin pour être capable de finir cette saison-là difficile en force, puis d'essayer de rebondir sur nos pattes. Puis ça va être, je pense qu'on a une belle fin de saison avec la soirée Robert Bernard. Après ça, les gros blocs la semaine d'après à Granby et Saint-Marcel. Championnat de fin de saison, Groupe Masca, eux autres aussi. Tommy, tu connais Groupe Masca un petit peu? Un petit peu. qui vont venir aussi clôturer le championnat. Fait que on a une belle fin de calendrier là, pour finir la saison à Granby. Messieurs, je vais profiter de la fin de l'entrevue pour vous remercier parce que vous m'avez fait vivre une expérience. Mais là, toi, dis-nous comment ça s'est passé. Là.
Tu sais que la dernière course de Nationwide qu'il y a eu à Montréal, qui est maintenant l'Xfinity, j'ai eu le plaisir de faire ce que tu as fait. Et j'ai adoré ça. Comment ça s'est passé? Je dois te dire, en tant que moi, c'est mon métier, c'est mon vrai métier, d'organiser des courses, c'est alimentaire, mais tu as très bien fait ça. Tu avais le bon ton, tu étais posé, tu as sorti des informations intéressantes, mais pas trop savantes pour perdre les gens. Ça s'est très bien passé. Ben, merci beaucoup. Moi, j'ai adoré. On me voit à l'écran. Je trouve ça toujours drôle de me voir là, avec le micro RDS. Nous autres, on trouve ça drôle. Mais j'ai vraiment adoré mon expérience. J'ai pu le faire avec ma gang des gars de course aussi qui ont tous trippé. Je pense qu'on a eu toute une belle fin de semaine. Le samedi soir, dans les pluies, ça a été incroyable avec toutes les équipes. On a tous nos masques, puis on faisait toute attention. On se lavait tous les mains. Mais vraiment, j'ai adoré l'expérience. Moi, c'était la première fois que j'allais au Grand Prix parce que, justement, habituellement, on course à la terre. Je n'ai pas manqué beaucoup dans les dernières années. Mais vraiment, là, j'ai adoré mon expérience. Si on peut être de retour en 2022, on va être là, c'est sûr et certain. On touche du bois. Mais vraiment, merci à vous deux. Vous avez été les deux là-dedans. Là. Je pense que je prends la parole d'Anthony aussi qui a fait ses débuts RDS à la description. Mais j'en profiterai pour remercier Jean-Claude Payet, qui est lui qui m'a... Écoute, j'ai arrêté le temps d'un café à Berthierville. Ma blonde reste à Montréal, moi, à Trois-Rivières. J'ai arrêté le temps d'un café au garage. Tout de suite, il a appelé Dominique. On s'est mis là-dessus. Ça a pris moins de 5 semaines de mettre ça en place. Une UTT de Flash. La relance de Jean-Claude. Oui, c'est vrai que François Bellemare nous en a parlé. Il a dit « Hey, M. Barrette. » Mais on n'aurait pas mis ce projet-là à jour, puis on a eu son appui. On a eu aussi l'appui de Yann Bussière à l'Autodrome Drummond qui nous a donné un coup de main. On a eu l'appui des officiels qui se sont adaptés. Notre équipe d'officiels au Grand Prix, puis l'équipe d'officiels, évidemment, des autodromes qui ont vraiment travaillé ensemble. Puis, de notre côté, ça nous a permis là, d'avoir les astres alignés, puis pour après ça, de pouvoir regrouper les pilotes, les amener là. Puis, on aurait aimé en avoir plus. Mais je pense que pour une première, on a vraiment quelque chose, une bonne fondation, encore une fois, sur laquelle bâtir. Puis on va s'assurer de faire une maison en pierre plutôt qu'une maison en paille ou une maison avec les 3 petits cochons. Je pense qu'avec le peu de temps de préparation que vous avez eu, avec tout ce que vous avez dû à faire face par rapport à la COVID en plus, je pense que vous avez frappé un coup de circuit avec le défi urbain Chevrolet. Je m'en suis Gros merci à Chevrolet, hein? Ouais. Gros merci à Chevrolet, ils ont pris la balle au bon. Rapidement. Et eux, c'est drôle parce que les gens de l'Association des concessionnaires me disaient c'est le chèque le plus rapide qu'on a jamais sorti de notre vie. Là, il y a toujours des processus. Puis là, la machine GM, la machine des concessionnaires s'est mise derrière nous. Puis je pense qu'on a livré. Écoute, encore une fois, c'est comme le protocole sanitaire. C'était pas 100% de ce qu'on avait dit qu'on ferait, mais là, on a encore une super belle formule, ça nous a permis de livrer quelque chose de qualité sur lequel on peut bâtir. En tant que concessionnaire Chevrolet, ça va? Ça a bien été? C'était ton goût? Ça a bien été, j'étais content. En as-tu entendu parler de tes collègues? Oui, absolument. Puis encore une fois, on est à travailler, autant moi que Jean-Claude. Puis Jean-Claude était partie prenante dans tout ça. Un point important, lui et mon frère, dans le fond, qui ont aidé à faire embarquer l'association. Puis je pense qu'il fallait mettre nos intérêts personnels de côté, s'assurer que les 80 quelques concessionnaires du GM du Québec étaient pour être contents. Puis je pense que mission accomplie, comme tu dis, ça va être mieux la prochaine fois, mais avec le petit peu de temps qu'on a eu pour tourner ça de bord, ça a été le fun. Les pilotes ont participé, puis tout ça. Je ressors de ça avec un petit peu de sommeil à rattraper, mais beaucoup de bons souvenirs, puis un sentiment de devoir accompli avec l'équipe qu'on avait, Dominique, absolument. Comme je dis depuis que c'est terminé, à une semaine de l'événement, on n'était pas sûr ni le Grand Prix ni urbain, mais c'était une bonne idée de le faire. On était certain de le faire. Maintenant, ce que je sais, sans l'ombre d'un doute, c'est que si on ne l'avait pas fait, nous, on aurait manqué des choses, les pilotes auraient manqué des choses sur les femmes. Donc, merci beaucoup de vous être déplacés pour cette entrevue. Merci également pour le défi urbain. Je pense que tous les pilotes à qui j'ai parlé ont aimé ça, les gars d'équipe aussi. Donc, on se dit, on touche du bois, mais en 2022. Donc, au retour de la pause, on va parler avec Jordan Poirier du Knoxville National. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne au 625A Boulevard Lemire à Drummondville ou sur Internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve.
Driver Academy, l'expérience d'une vie. Viens prendre le volant d'une vraie voiture de course sur terre battue. Vitesse, dérapage, adrénaline, tout est au rendez-vous pour te faire vivre une journée mémorable. Forfait de 30 et 50 tours de disponible, ainsi que la possibilité de former des groupes corporatifs. Nous avons également la formation pour apprentis à l'Autodrome Grand Bay. Tous les détails sur driveracademy.com. En 2021, l'Autodrome Drummond fête ses 70 ans et se réinvente. Nos classes locales, modifiées Sportsman Pro Stock, Lightning Sprint, Mud Light, Slingshot Junior et Senior ainsi que STR seront à l'affiche. Viendra s'ajouter la Super TT Nationale Série, mettant en vedette VTT, SXS et Autocross. Également la série NAFT, North American Flat Track. La visite de la série Empire Super Sprint à 2 reprises, la série Dirt Car Gros Bloc, le Race Mania 17 et l'événement de l'année à l'Autodrome Drummond, le Québec Dirt Weekend. 2 soirs de course, dont une bourse de 12 000 $ aux gagnants le samedi soir pour une course de 170 tours en modifié. Veuillez noter que la situation concernant la COVID-19 pourrait avoir un impact sur les soirées de course de l'Autodrome Drummond en 2021. Advenant le cas, tous les détails vous seront dévoilés dans les plus brefs délais. L'Autodrome Drummond, la F1 de la terre battue. Vous êtes de retour à cette semaine aux courses présentée par Lucier Chevrolet. Jordan Poirier qui se joint à moi pour parler du Knoxville Nationals. Mais là, vous voyez sur la table le super trophée de la série Knights of Thunder. T'en as déjà 4, là, Jordan? À quand on fait des grandeurs nature là, pour essayer de se battre avec ça? Si on serait bon pour s'en amener une coupe en studio pour faire une bataille, filmer ça dans les studios des gars de course. Petit cadeau pour vous autres, c'est d'amener ça. T'étais à Méritville vendredi. Malheureusement, encore une fois, c'est Mère Nature qui a remporté la course. Ah, pour vrai, cette année, c'est horrible. Depuis, je pense qu'on a comme 9 cancellations pour la pluie depuis le début de l'année. Fait que c'est horrible. On était rendu là-bas. Ils ont cancellé pour rien. Il a même pas mouillé. Il a eu peur. Le promoteur a eu peur de ne pas avoir de monde dans les estrades. M'a dit qu'on est assez chanceux ici. Donc, Jordan, c'était la grosse course de l'année. Du côté des sprint cars. C'est drôle parce qu'Anthony est en congé puis on parle du Knoxville Nationals. Lui, il l'a écouté. Puis, ça a été une victoire du pilote qu'on s'attendait à ce qu'il gagne, Kyle Larson. Ouais, Kyle Larson, quel pilote pour de vrai. C'était la 60e édition du Knoxville National. 98 pilotes qui se sont présentés. Édition spéciale de Throwback Weekend. Une belle voiture qui était là. Je ne sais pas si vous avez réussi à mettre l'image. On avait un char qui ressemblait à Kramer Williamson de F1. Jack Oldenchal qui était à son dernier national. Fait qu'on fait une voiture à lui aussi. Il y avait une voiture qui était Mark Kinzer. Il y avait un 2000 $ qui était à gagner pour celui qui avait la plus belle voiture. C'est lui qui l'a remporté avec une voiture. Malheureux qu'on n'avait pas l'image à l'écran, mais c'est une voiture qui était World Watch 2002, le jeu. Le 5, là. Le meilleur jeu de sprint car qui existait. Fait que c'est lui qui a remporté. Fait que ça faisait spécial de voir ça. Garage P. Auclair est votre ressource en cas de bris d'équipement. Fiez-vous à sa main-d'œuvre qualifiée et à ses outils spécialisés pour que votre flotte d'équipement demeure concurrentielle. Une réparation efficace, une immobilisation minimale, votre solution pour demeurer dans l'action. Garage P. Auclair, votre spécialiste en redressement de camions et de remorques dompeurs. Le Garage P. Auclair fait également la vente, l'achat et la location de remorques dompeurs. Garage P. Auclair, 1325 principal à Saint-Dominique. L'Autodrome Grand Bay, c'est la place pour vous divertir les vendredis soirs. De la vitesse et de l'action, mur à mur pour les amateurs de sensations fortes. En plus, c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Parfait pour une belle sortie en famille. L'Autodrome Grand Bay, c'est la piste sur terre battue la plus rapide du Canada. Venez vivre l'expérience sur place et vous pouvez même prendre le volant comme les pros. Contactez l'équipe de Driver Academy pour plus de détails. Donc, on est de retour. On a eu un petit problème technique, malheureusement. On a dû changer de micro à Jordan. Donc, on revient sur ce qu'on parlait. Justement, il y avait des voitures throwback. Moi, j'ai vraiment aimé les voitures de Shark Racing qui étaient vraiment aux couleurs de Bobby Allen. Ouais, on avait plusieurs belles voitures. On dirait qu'il y avait un prix de 2000 $ à gagner. Fait que tout le monde s'est forcé pour sortir des belles voitures. Il y avait aussi un autre prix de 6000 pour la plus belle voiture et Ellison a gagné. Fait que ça rend ça spécial. C'est le fun de voir des
les gars forcés pour sortir des nouvelles peintes pour Knoxville, qui est la plus grosse course de l'année, avec un format sur 4 jours, 98 pilotes qui se sont présentés du Canada, des États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie. C'est vraiment la plus grosse course. Mercredi, Gravel a juste repris où il l'avait laissé en 2019. Il a dominé la finale de fond en comble. Il est venu rafler les honneurs devant Selzy et Schatz. Mais il y avait un local aussi qui a mené pendant plusieurs tours, là, Anderson. Justin Anderson a mené pendant plusieurs tours. Il a fadé un petit peu vers la fin. Malheureusement, dans les 5 derniers tours, on dirait que son moteur a commencé à rendre l'âme un petit peu, où le pilote est tombé fatigué dans les 5 derniers tours, stressé. Malheureusement, il a sorti du podium, mais c'est quand même qualifié pour la finale. Pour Gravel, c'est aussi malheureux. Lui aussi, il avait été en bonne posture dans la finale de samedi, venu sauter le moteur, était un petit peu ambitieux dans son setting de fuel. Il l'a avoué sur Twitter, c'est la deuxième fois en 4 ans qu'il saute le moteur dans la grande finale. La deuxième fois en 2 ans avec Big Games Motorsport. Fait que ça va peut-être être à revoir leur stratégie de moteur. On sait que Knoxville, c'est une piste qui est quand même assez dure sur les moteurs. Fait que ça va être à revoir. Si le mercredi était une soirée qui était... Justement, parle-nous un peu du fonctionnement, parce que moi, j'ai vu, il y a des finales mercredi, jeudi, vendredi, puis une grande finale samedi. Comment ça fonctionne un peu? Ben, dans le fond, ils split le fil entre mercredi puis jeudi. Également, le nombre de pilotes de All-Star, le nombre de pilotes de World of Outlaw, tout séparé entièrement avec les locales, 48-48. Si tu cumules des points avec les time trials, avec les qualifications et la finale qui t'amène au samedi. Et de ces 2 soirs-là, ils qualifient 24 pilotes qui envoient directement au samedi, 16 en finale, 8 dans le B-Main. Les 74 autres pilotes doivent retourner à une autre course le vendredi pour seulement prendre 4 positions qui qualifient directement en finale. Fait que c'est beaucoup de pilotes difficiles de qualifier. Ça rend ça... Si tu manques ton coup en time trial, t'as une grosse semaine. Pour vrai, c'est vraiment difficile. Le time trial, c'est le time trial le plus difficile de toute l'année. En plus, c'est pour ça que Knoxville est une piste de moteur et tu viens faire les 2 tours les plus importants de toute ton année juste pour ça. Fait que c'est pas rare que les gars viennent à changer le moteur directement après les time trials parce qu'ils ont brûlé un piston, ils ont exagéré un peu. Ce qui rend un petit peu plus dur en plus à Knoxville pour changer un moteur après les time trials, c'est que pendant le Knoxville National, tu n'as pas le droit d'avoir ton trailer en dedans de la piste. Fait qu'il faut que tu changes ça avec les moyens du bord, un trailer, quelqu'un qui a réussi à amener un petit jig pour réussir à enlever le moteur. Ça rend ça quand même assez spécial. Fait que, non. Sur une piste comme Knoxville, dans un événement comme ça, est-ce que les équipes arrivent avec un châssis spécial? Je dirais pas un châssis spécial, mais tu amènes tout ton A-game. Mettons, tu le vois, que les wings, les setups de suspension spéciale, les plus gros moteurs. C'est sûr que tu arrives à Knoxville avec un moteur qui a 0 tour de fait dessus. Puis probablement qu'au bout de la fin de semaine, tu vas le renvoyer chez le motoriste pour le refaire faire. Non, c'est sûr que tout le monde sort leur plus gros. Puis c'est pas pour rien, ils donnent 1,1 million en bourse totale dans la fin de semaine. Ça paye 10 000 juste pour qualifier pour la finale. Fait que, on va te dire que ça rend ça que tout le monde veut essayer de se qualifier puis bien paraître. Tu as parlé de la finale de mercredi. Le jeudi, c'est un pilote qui est régulier à Knoxville qui a remporté la victoire. Oui, Brian Brown, qui est un renouveau depuis 4-5 ans. Il commençait à aller un petit peu moins bien. Il s'est associé avec Danny Lazowski, qui est son nouveau crew chief. Oui, piste très collante. Il y a eu beaucoup de pluie. Fait que Parker Price Miller, char complètement détruit. Paul McMahon, qui est venu détruire sa voiture lui aussi. Larson, qui réussit, je ne sais pas si on est capable de reculer un peu. Larson, qui partait dernier quasiment, il réussit à tout éviter ça. Parti de la 21e position jeudi pour remonter 2e. On va le voir, là, la voiture blanche, regardez-le. Comme si de rien n'était, ça semblait facile pour Larson. Aussi mention honorable au crew, comme je dirais que presque comme Boissonneau ici à Granby. On est très rapide à s'occuper des accidents. Le pilote qui s'en est sorti indemne. Vendredi, c'était la journée Hard Knocks. Et c'est Rico qui a été chercher la victoire. Ben oui, Rico qui a une saison vraiment plus difficile qu'à l'habitude, habitude d'être plus en avant, est venu réussir à remporter les honneurs vendredi devant Anthony Macri, Shane Stewart, qui était seulement à sa 2e sortie cette année depuis lui qui avait pris sa retraite, et Brock Zerfoss qui avait réussi à qualifier pour la finale. As-tu vu Rico sur le podium quand on lui a essayé de mettre la casquette NOS? Il faisait honneur à son commanditaire Kyle Busch de tenir son bout pour avoir sa calotte de KBM.
Et ensuite, mais là, on s'est présenté, c'était la grande finale le samedi soir, et là, on est parti du E-Main, donc le E-Main pour monter. Est-ce que dans tes souvenirs, il y a quelqu'un qui est déjà parti très loin pour faire la finale? Dans l'histoire, non. Puis toute la fin de semaine, la position de départ a été très importante. Les pistes étaient très collantes. En fin de semaine, on n'a pas vu Sheldon qui est parti le plus loin, qui est venu rafler la dernière position pour qualifier par 8 millièmes à la fin. Je ne sais pas si vous avez la chance d'aller voir la vidéo. Il est venu coiffer à 4 de large à la ligne. Si vous avez à reconsidérer où placer votre transpondeur sur le char, je pense que vous allez l'avancer au maximum après avoir vu cette vidéo-là. 8 millièmes, ça a fait une différence de 4000 dans la bouche juste pour qualifier dans la finale. Je suis pas mal sûr que Baston, il l'a regardé, voir s'il était assez en avant. J'ai regardé également là, la finale. Tu l'as dit, c'était très collant. Il n'y a pas eu de grosses remontées là, comme on peut voir là, parfois. Là. Schwartz a réussi à remonter au début. Comme d'habitude, il partait assez loin. Réussi à remonter. Malheureusement, la track a viré sur le rubber tout de suite après 30-40 tours. Fait que ça a miné les 10 derniers tours. Je dois t'avouer que je ne suis pas un grand fan du format qui, depuis qu'il est au 25e tour, automatiquement un jaune pour piter. Des fois, c'est impressionnant, mais là, on dirait qu'il y avait seulement limité à 3 minutes pour changer n'importe quoi sur le tour, ce qui rendait ça plus difficile parce qu'on a déjà vu des années que les gars à Donny Schatz venaient changer les gears entre les deux. Fait que ça rendait ça plus difficile. J'aurais aimé mieux voir un format où une quarantaine de tours pour que Larson se batte avec Donny Schatz. Schatz qui avait dépassé Larson juste avant ce jaune-là intentionnel, c'est venu rendre la tâche un petit peu plus difficile. J'aurais aimé ça voir un Donny Schatz qui a un petit peu plus de difficultés cette année, venir donner un petit peu de fil à retordre à Larson, mais Larson, je sais plus qu'est-ce qu'il y a à dire sur lui cette année. Domination, il y a presque 400 000 de gains en sprint car depuis un mois, juste avec le King Royal de Knoxville. Puis je disais, s'il viendrait à gagner la grosse course à Williams Grove à la fin de l'année, ce serait seulement le deuxième pilote à faire les 3 dans la même saison. Pour vrai. C'est dur d'en avoir un. Non, Donny Schatz puis Danny Lazowski, les deux autres qui l'ont. Donny Schatz, là, tu l'as dit, il n'y a seulement qu'une victoire cette saison, c'est pas facile. Mais on arrive à Knoxville, puis on se bat jusqu'à la fin. Knoxville, piste de Donny Schatz, il est 10 fois champion, c'est pas pour rien, il arrive là, prêt sur son A-game. Il est venu dépasser Larson comme on vient de le voir, presque à cause du jaune. Et j'étais content de voir un Donny Schatz qui était revenu, j'espère que ça va lui redonner un petit peu de feu pour finir la saison puis venir chauffer Brad Sweet au championnat. J'ai vu un montage sur Internet qui disait Donny Schatz, le premier pilote humain qui a gagné, qui a terminé le premier humain parce que Kyle Larson, c'est incroyable, il est dans un monde complètement à part. Pour vrai, les gars de sprint, ils doivent vraiment être tannés de le voir. Ben, les gars de course en général, NASCAR, si c'est pas du jaune, il vient gagner la course en fin de semaine. Il s'en va gagner les grosses courses en late model, gagne les courses en sprint car. Je pense qu'il n'y a plus rien à son égard. Pour vrai, il est surnaturel, que c'est épouvantable. Si tu avais à choisir un pilote, là, une surprise lors du Knoxville National. Selzy a gagné le prix de toute la fin de semaine avec le 360 national. Il a gagné le Capitani Classique. Réussi à finir deuxième dans son prélim, puis finir quatrième. Un jeune de 19 ans, plus jeune vainqueur en World of Outlaw, plus jeune vainqueur en Williams Grove. Je suis pas mal sûr qu'on va le voir souvent dans les prochaines années qui va venir chauffer les... Est-ce qu'il y a encore son moteur Toyota ou c'est terminé? Il y a son moteur Toyota encore qui développe. Toyota qui met beaucoup d'argent dans les sprint cars aussi. C'est intéressant de voir tout ce qui se développe. Fait que non, je pense que c'est ma surprise, mais je pense surtout que c'est celui qu'on va voir dans les prochaines années qui va venir chauffer les fesses à tout le monde. Et là, j'ai entendu 360 Nationals. T'as un 360 dans le garage, là. Qu'est-ce qui manque pour aller là? Là, cette année, il manque de pouvoir traverser les douanes. Mais servir de sa raison-là. Le COVID a le dos large. Le COVID a le dos large pour nous autres ici. Je suis obligé d'avouer, j'ai regardé sur Google Maps combien de temps ça nous prenait pour y aller. C'est pas si loin que ça. On fait ça aussi loin cette année. On est quasiment tout le temps sur la route. Pour vrai, c'est quoi que j'aimerais ça faire dans les 2-3 prochaines années. J'aimerais ça sortir de ma zone de confort, faire des grosses courses, aller en Floride, aller tout sortir Eldora, Knoxville, c'est des pistes que j'aimerais. On a une bonne voiture, on compétitionne bien cette année. Je pense qu'on est proche d'être top de notre game. J'aimerais ça aller. C'est sûr que cette année, en coursant seulement contre des Canadiens, ça rend ça un petit peu difficile de voir notre niveau, notre stock, à quel niveau il est. Mais je suis sûr que on pourrait pas avoir de l'air fou là-bas, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des pilotes de 410 qui descendent? Mettons, tu as parlé de Selzy qui a gagné. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont en 360? Pittman est descendu. Tous les gros noms
tous les gros noms qui roulent pas World of Outlook qui sont pas au I-55, ils descendent puis au 360 national. C'était vraiment un bon tune-up pour les gars. Je pense qu'il y avait comme 75 voitures qui allaient. Dylan Westbrook, qui était un autre Canadien qui était là-bas, qui est qualifié pour son prélim. Malheureusement, il est mort dans le B-main pour la finale. Mais est-ce qu'il y a une grosse différence? Les pilotes, oui, ils sont en 360, ils font des tours, mais est-ce que ça leur sert vraiment à 410? En 360, c'est vraiment un momentum. Je comparerais ça à un mini-sprint, puis tu viens comparer ça à un 360. Le 360, tu viens vraiment faire attention. Il ne faut jamais que tu spins les towers. C'est vraiment une course de momentum. Tandis que 410, tu as un petit peu plus de moteur. Fait que tu peux être un petit peu plus partout sur la piste. Une 360, il faut que tu essaies de garder l'auto le plus droit possible. Puis Knoxville, c'est un animal en tant que tel. Il faut que tu fasses attention. Donc, à partir de maintenant, qu'est-ce qui reste comme course pour Jordan Poirier? Là? C'est sûr qu'il reste des épées à aller chercher. On est même pas à la moitié de notre saison, nous autres, des Knights of Thunder. Fait qu'on s'en va à Brighton en fin de semaine. On a une fin de semaine off. Après ça, 2 autres Brighton. Il nous reste 6-7 courses encore. Fait que nous autres, on a une saison remplie en 360. On espère ramasser encore plein de belles épées comme ça. Tout le monde les aime, puis on les aime les avoir dans le garage. Là, vendredi, tu vas être Crow Chief, c'est ça? Eh oui, mon père qui est de retour derrière le volant vendredi et dimanche en mini-sprint. On va essayer d'aller chercher 2 victoires encore. Mon père, malchanceux cette année, il fait pas trop de courses. À Saint-Marcel, donnait tout qu'un show au large. Pour vrai, j'étais impressionné. Je sautais quasiment dans les estrades. Le moteur qui a coupé à cause d'un fil qui a grandé. J'espère qu'ils vont réussir au moins à gagner une, sinon 2 en fin de semaine. Ben Jordan, je te remercie beaucoup. On va continuer à se parler lorsqu'il va y avoir des grosses courses en sprint car. Puis on te souhaite la meilleure des chances pour le reste de la fin de semaine. Merci beaucoup. Donc, au retour, on aura la chronique NASCAR avec Lulu. Restez là. De retour à cette semaine aux courses, présenté par Lucie Chevrolet. Et là, on va parler de NASCAR. Et on a eu tout un spectacle en fin de semaine. C'était la première fois qu'on présentait la Coupe NASCAR sur la même piste que l'IndyCar, la Xfinity, le même week-end. Et dans la Coupe NASCAR, on a eu plusieurs contacts, disons, Lulu. Et ça s'est terminé avec une victoire de AJ Allmendinger. Oui, ben c'était comme tu le dis, là, tu sais, la semaine passée, on a eu beaucoup de contacts, on se dit peut-être ça va être mieux cette semaine, le road racing du côté d'Indianapolis, mais on a quand même eu de beaux segments, mais des accidents spectaculaires, Tommy, là. On commence justement,
entre Kyle Larson, Chase Elliott dès le début de l'épreuve. On le sait, c'est deux coéquipiers, mais qui s'en laissent pas ni un ni l'autre. On veut vraiment les. Larson est là pour me battre cette année. Puis je pense que même si c'est ton coéquipier, je pense que c'est un petit challenge d'aller le chercher à chaque fois. Surtout que Chase Elliott est excellent sur les circuits routiers. C'est ça. C'est le pilote chez Hendrix en circuit routier. Il a quand même 2 victoires cette année déjà. Et par la suite, bon, on va faire la bataille Denny Hamlin, Chase Briscoe, parce que ça va. C'est pas compliqué. J'ai 2 séquences aujourd'hui qui c'est ces deux-là. Pourquoi? Parce qu'on était l'un et l'autre, on se battait pour la tête à chaque fois. Et on le voit là, justement à l'écran. C'était des échanges, on prend les devants, l'autre reprend les devants, de courbe en courbe. C'était très très bon. Et vient la grosse accident spectaculaire, justement. On a touché les vibreurs du côté de William Byron. Et ça part, tout le monde part. Et là, on voit Logano frappe le mur. La séquence va même plus loin que ça. Parce qu'il y a plusieurs voitures. Là, ça se met vraiment tout à s'empiler. Et on va voir justement qu'est-ce qui a causé cette situation-là. C'est que dans la courbe, tout juste avant, il y a un vibreur. Un vibreur en tant que tel, quand les gars passaient dessus, regarde, on le voit, il s'est détruit directement. Fait que les voitures là, frappaient le vibreur et directement, qu'est-ce que ça faisait? Ben, on déportait au large et on se ramassait justement à l'extérieur. Donc, on voit plusieurs voitures qui ont quitté justement dans la pelouse. Logano, c'était la fin de sa course à ce moment-là. Ça l'a frappé directement de son côté. Ben, c'est ce qui a été marqué en gros le week-end. Il arrive une séquence un petit peu plus tard. Un accident de Michael McDowell. Il frappe au même endroit, dans le fond. Il prend le virage un petit peu trop à l'intérieur. La voiture qui se projette dans les airs. Et là, ben, vient un petit peu encore, justement, un tête à queue. Et on se ramasse directement dans les côtés de la piste. Il y avait mis un dos-down pour empêcher de court-circuiter. C'était dans la Xfinity. Mais le dos-down, on l'a retiré pour la course du dimanche parce qu'il a trop fait de dommages. On va en parler dans quelques instants. Ça avait été, sans aucun doute, mauvaise gestion de la part de NASCAR. On a rectifié le tir dès le lendemain. On reparle de petite bataille entre Hamlin et Briscoe. Ben, on l'a vu en fin d'épreuve, dans le fond. Les deux pilotes, là, c'est le même accident de... On voit là, c'est la séquence que j'ai spectaculaire parce qu'on va vraiment... Le zoom de la caméra, on identifie qu'on était sur 3 roues. Sur une roue, 3 roues dans les airs. Et c'est ce qui est arrivé. C'est pas fait pour ça. Non. Et bataille entre Hamlin et Briscoe en fin d'épreuve. Tu sais ce que ça a fait. Les deux pilotes, un petit peu la note. Mais Briscoe veut se qualifier pour le Chase, va aller chercher la victoire. Denny Hamlin, pas de victoire cette saison, mais qualifié pour le Chase, par exemple. Mais évidemment, il y a des points bonus là, pour les victoires, donc on coursait avec des bonnes raisons. Là. Ben, il reste une épreuve encore là, avant de se qualifier pour la Chase. Fait que oui, du côté de Briscoe, on a forcé un petit peu trop. Comble de malheur, oui, on a sorti Hamlin, mais qu'est-ce qui est arrivé? Ben, on a dans la première courbe, on a échappé la voiture. Donc, c'est AJ Allmendinger qui est venu chercher la victoire et toute une victoire de son côté. On le sait, Allmendinger n'est pas dans une écurie de pointe en tant que telle, mais une victoire, on le sait, il connaît le circuit d'Indianapolis, ça peut y avoir couru tant en IndyCar qu'en NASCAR. Donc, une belle reconnaissance de son côté. Mais là, il y a eu une petite séquence après les pluies. Je vous l'ai sorti entre Hamlin et Chase Briscoe. Pourquoi? Parce que je pense que on va voir la situation. Là. Hamlin n'était pas très content du contact qu'il y a eu avec Briscoe. Là. Quand même été calme, parce que je ne sais pas si on va être en mesure de le voir. Là. Chase Briscoe est en train de lui expliquer ce qui s'est passé. Hamlin n'est pas content. Évidemment, on le voit, on le sait. Mais il reste quand même calme dans tout ça. Là. Dans la situation, il a resté calme, effectivement. Mais ça reste que le contact de Briscoe était évitable. Je pense qu'il y avait la voiture pour aller chercher Hamlin, mais on a voulu un petit peu trop forcer. Puis ça s'est retourné contre lui, justement. On avait également la série Xfinity qui était en action la veille sur le circuit routier de Indianapolis. Et c'était le 100e départ en carrière d'Alex Labbé. 100e départ en carrière, effectivement. Et justement, je vais chercher la première séquence. Pourquoi? Parce qu'on parlait du dos-down tantôt. Mais Labbé qui était impliqué dans le premier accident de son côté. Donc, on réussit à repartir, là, côté positif là-dedans. Mais ça a commencé plus difficile dès le premier tour du côté d'Alex Labbé. On a quand même réussi à terminer avec une belle 13e place. Et là, le dos-down. Le dos-down, on en a parlé beaucoup depuis le début. On le voit à l'instant, on va le voir là. Les voitures se sont mises à se projeter dans les airs à répétition, les unes après les autres. Et là, c'était impressionnant. Je te le dis, Tommy, juste à découper les séquences, hier, j'en revenais pas. On frappait le dos-down. C'est vraiment un dos-down orange qu'on le voit très bien. Là. J'ai l'impression de regarder une course de Stadium Truck. Là. C'est quasiment ça. C'est quasiment ça. C'était dangereux. Hey, les voitures, là, c'est... non, c'est vraiment pas fait pour ça. Et là, pas juste une, c'est les unes après les autres. Et je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que dans la tente de NASCAR, il y a des crew chiefs qui sont arrivés en courant. Là. Ah, ça doit. C'est certain. C'est certain parce que, hey, d'un, on voulait
prévoir que les gars sortent pas trop loin non plus, mais c'est pas ça qui est arrivé. Regardez le dos-down. Hey, je comprends pas que les pilotes se ramassent trop à l'extérieur, mais c'est une situation que tu peux pas, que tu te dois te changer parce que là, je suis certain qu'il y a des voitures qui se sont endommagées à ce moment-là. Là. C'est surtout le fait que quand tu suis une voiture de proche, tu n'as jamais le temps de le voir. Là. Ben non, pas du tout, pas du tout. Puis surtout que quand la voiture se projette devant toi, il est déjà trop tard de ton côté parce que tu t'en vas à la même place. Puis tu sais, je comprends le fait qu'on veut que les pilotes essayer un petit peu moins la sauce quand on prend la courbe, mais par contre, c'est des situations qui deviennent un petit peu dangereuses. Il arrive justement, on parle de Michael Annett, il y a un gros contact avec Sam Mayer justement durant l'épreuve. On va le voir justement, la séquence que je vous ai découpée. Les deux pilotes, dans le fond, on se battait vraiment pour la position et ça pousse directement la voiture de Mayer à l'extérieur. Mayer qui, malheureusement, a dû mettre fin à son épreuve de la sorte là, parce que la voiture étant très, très, très endommagée de son côté. On l'a frappé de plein fois les pneus. C'était sérieusement... Fait que là, lui, il avait le choix de pogner le dos down ou frapper le mur. C'était ça qui restait. C'est ça. C'est ce qui est arrivé. Je suis même pas sûr qu'il n'y a pas touché avec le coin de la roue. La voiture était déjà en dérapage. Donc, c'était la fin des émissions du côté de Mayer. Et Ryan Eversley également, sortie de piste qui fut spectaculaire. Pourquoi? Parce qu'on directement, et là, il se ramasse sur les pneus. La voiture l'a frappé de plein fouet à l'arrière et à tout prix pour la sortir de là. Pourquoi? Elle a monté directement sur les pneus. Donc, encore une course difficile. On a Jordan encore dans le studio. Ça doit être le fun de sortir de l'auto quand t'es de même. Hein? Ça doit être spectaculaire. Ça doit être spectaculaire. Mais c'est ça. J'arrive à accident cette semaine parce qu'on a quand même eu des courses. Donc, victoire de Austin Cindric du côté de la Xfinity. Donc, Cindric continue sa domination. Là-bas, il a quand même bien terminé. Il a su sauver son oui, c'est ça que je expliquais un petit peu tantôt. Il est terminé en 13e position. Donc, excellent résultat de son côté. On le sait, Labbé, c'est un pilote qui va très bien en circuit routier de son côté. Donc, je suis content pour lui. C'est sûr que c'est plus difficile. Le chase arrive. Il était quand même loin des points de tête, mais ça reste que Labbé... toujours performant, peu importe la sortie qu'il fait en tant que telle quand la voiture se rend à la fin des émissions. Et lui, on reste dans le NASCAR puisqu'il y avait des courses cette fin de semaine du côté de l'autodrome Chaudière. Oui, effectivement, c'est la triple couronne Express en Sportsman. Donc, victoire de Patrick Lish qui a dominé du début à la fin. Sylvain Labbé qui termine deuxième et Louis-Philippe Labrèche en troisième position. Tu parlais des légendes tantôt du côté de Grand Prix de Trois-Rivières, mais il s'est fait du côté de Chaudière, justement. On s'est présenté à 26 légendes modifiées. Victoire de Lucien Campeau Jr., suivi de Stéphane Caron et de Yannick Thibault dans l'épreuve de légendes modifiées. On avait les vintage aussi du côté de Chaudière, finale de 30 tours, remportée par Andy Gilbert, suivi de Steven Grondin et Marco Gilbert. Numéro 4, donc belle victoire du côté d'Andy Gilbert. Et on terminait avec une finale en mini sportsman qui ont été tous les deux remportés par le même pilote, Ralph Lizotte, suivi près par... C'est pas même pas de jam les deux soirs, là, mais les deux finales. Donc Ralph Lizotte, suivi de Elliott Labbé-Pelletier et de Nathan Fleury. Du côté de l'autodrome Chaudière, le prochain rendez-vous, ça va être à la fin du mois d'août. Et on va être de ce côté-là, je pense, du côté des gars de course. On va aller voir ça, la série Pinties qui sera présente à Chaudière. Oui, les gars de course qui vont se déplacer du côté de l'autodrome Chaudière pour voir justement les deux finales de Pinties. Donc, Alex Labbé qui va être là. Oui. Alex Labbé va être à bord d'une voiture. Donc, ça va être très intéressant. On va être là-bas. On va vous amener des images un peu comme on a fait du côté de Trois-Rivières. Donc, soyez sur Facebook et sur le site web de Les gars de course. Lulu, merci beaucoup. Merci à toi, Tommy. Donc, on te laisse aller. On se dit à la semaine prochaine. On se dit à vendredi, nous autres, là, parce qu'on va se voir vendredi. Oui, c'est ça. Donc, on s'en va à la pause et au retour. C'est pas les choix du président, là, parce que là, j'anime. C'est les choix de Winnie. Donc, restez là. En direct de chez Lucier Chevrolet à Saint-Hyacinthe, nous avions envie de vous partager les coups de cœur de l'équipe sur la toute nouvelle Bolt 2022. Le véhicule a été totalement redessiné, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Passez nous voir en concession afin de continuer à la découvrir. Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés.
Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. Les gars de course tiennent à remercier leurs précieux partenaires. Groupe Génique, Garage P. Auclair, Remorquage du Plateau, DL Performance Distributeur VP Racing Fuel. On est de retour à cette semaine aux courses présentée par Lucier Chevrolet. Au choix du président, mais ce soir, c'est les choix de Mini présentés par Garage P. Auclair. Donc, Mini, la première course que tu as voulu parler ce soir, c'est le Centennial 102 du côté de Middletown. Vraiment une course le fun à regarder. Ben, le fun parce que nous autres, on était du côté de Saint-François-du-Lac. On était dehors, on écoutait les courses, notre iPad prêt. Fait que c'était le fun à écouter. Mais non, la course très poussiéreuse, là, la piste n'était pas parfaite. Par contre, Billy Decker, très rapide en début de course. On a eu de la difficulté à aller le chercher jusqu'à temps qu'un habitué revienne faire surface. Un genre de Kyle Larson, mais du modifié. Stuart Friesen, parti de 12e, a remonté jusqu'à la première place. Quand on dit écouter une course, c'était ça, parce qu'on voyait pas grand-chose. Ouais, non, c'est ça. Fait que non, ouais. Vision, malheureusement. Mais c'est ça. Stuart Friesen à la moitié. On a pris pour lui. Puis malheureusement, ben, Perrigo, qui était deuxième, faisait une très belle course, a eu des ennuis moteurs. On le voit justement. On a arrêté ça là. Perrigo, course gâchée, mais il y avait une très belle course jusqu'à maintenant. En parlant de Middletown, justement, d'Orange County Fair, ça va être les débuts de Max McLaughlin qui va faire ses débuts en Super Late Model avec la série World of Outlaw. Lors du prochain show, on va avoir des late models, donc très bonne nouvelle pour Mad Max. La deuxième course que tu veux nous parler, ça s'est passé du côté de I-55. Oui, on en a parlé la semaine passée. I-55 en sprint car, les World of Outlaw avaient fait tout un spectacle, mais ce coup-ci, c'était le Dirt Car Summer National, donc les late models qui étaient du côté d'I-55, puis ça l'a fait tout un spectacle. Là. On avait en tête Logan Martin dans la voiture 36 qui semblait très à l'aise dans les retardataires, jusqu'à temps qu'il y en ait un qui le laisse pas passer comme qu'il voulait. Fait que on s'est accroché, on a perdu la tête, on a même été frappé le mur, puis ça a été fin de la course pour Martin. Donc ça a été une relance avec Bobby Pierce. Shepard aussi qui était là. Donc ça a fait toute une course entre ces deux-là. Shepard qui s'en venait de plus en plus, qui tentait d'aller chercher cette victoire-là. Mais Bobby Pierce est allé chercher la victoire du côté du 55. Mais ça a fait toute une course. Honnêtement, ça coursait vraiment à mort. C'est autant des sprint cars que des late models que ça donne un bon spectacle de ce côté-là. Oui, très bon circuit là, pour avoir des spectacles avec des virages assez larges et avec une bonne inclinaison. Donc c'est une recette parfaite pour avoir des bons shows. Puis des STR aussi. C'est une recette parfaite pour avoir des bons jours. Je te taquine. Tu veux nous parler également de l'accident de la semaine? L'accident de la semaine, Kevin, que tu as sorti. Oui, ben du côté de Knoxville National, justement, tantôt, Jordan Poirier était sur le sujet. Mais là, du côté de Knoxville, dans la première course de qualification, Carson Macedo, à l'entrée du virage numéro 1, qui est venu en contact avec une autre voiture, ça s'est propagé dans le mur. Vraiment un accident assez spectaculaire, là. On voit la reprise, on va la revoir encore. Plusieurs véhicules qui ont fait des tonneaux, puis on voit du feu du feu un peu rosé là, au méthanol. Donc, non, vraiment, ça a été un accident spectaculaire. C'est mon choix de la semaine. Il y avait Logan Warner également dans la voiture Zemco, on le voit sortir de sa voiture. C'est l'accident qu'on a montré tout à l'heure, où Kyle Larson a été très chanceux. Oui. Mais je pense que ça, c'est quand on course du côté de Talladega, on est habitué d'éviter les big ones. Mais en plus... justement, Larson qui a été cherché, qui a passé à travers, qui a pu se qualifier justement directement pour la finale. Mais Carson Macedo, justement, dans la 41, qu'on voit frapper le mur de derrière, Macedo, lui, est passé par le B-Main le samedi, justement, le soir de la course, puis a été chercher justement sa place dans la finale, puis a fini 9e dans la finale du samedi. Kerry Madsen également dans la voiture de Tony Stewart qui était impliqué. Mm-hmm. On y va maintenant avec ton top 3, les choix
Les mini-choix du président. Les mini-choix. Si on commence avec ton choix numéro 3. Ben, honnêtement, vu qu'on a passé la fin de semaine du côté du Grand Prix Trois-Rivières, c'est tous des choix qui se basent là parce qu'on a passé un super week-end. Mon choix numéro 3 s'en va pour Valérie Limoges, qui a coursé en Coupe Nissan Sentra. Elle a été la première pilote québécoise, mais la première pilote à aller chercher une victoire du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Puis elle a fait ça en toute beauté. Elle s'est défendue derrière des pilotes. Il y avait des pilotes d'expérience. Donc Jessie Lazare, Alexandre Fortin, ils ont tout fait justement pour la passer. Mais elle a survécu. Elle a été chercher un titre qu'elle convoitait depuis longtemps. Vraiment un très beau travail qu'elle a fait là. Au numéro 2. Les mini-légendes. Oui. Les mini... Hey, on est resté... On en a parlé tout à l'heure. Ouais, mais on est resté le dimanche justement pour le plaisir de voir ça. On était sceptique. En tout cas, moi, j'étais sceptique de voir comment ça allait se passer. Puis quand on a vu que dès le premier virage, on était 4 de large, puis ça se respectait, c'était incroyable comme show. Puis on avait la voiture de tête. Là, malheureusement, on n'a pas les noms, mais la voiture de tête qui rentre trop fort dans le virage, perd 4 positions. Dans le virage d'après, elle était de retour premier pour une démonstration, là, mais ça l'a fait toute une course. Puis, finalement, ton choix numéro 1. Tout le monde. Tout le monde. Même moi? Bon, peut-être pas. Oh, okay. Tout le monde sauf le gars de course. Non. Non, vraiment. Autant les pilotes, autant les accompagnateurs, autant les... On voit la gang de pilotes. La gang de pilotes, les officiels, mais les mamans qui faisaient à manger, vraiment les spectateurs. Vous étiez tellement gentils, tellement beaux. Honnêtement, on a passé un week-end de fou grâce à vous. Tout le monde était heureux d'être là. Vraiment, c'était incroyable. Tout le monde avait le sourire. Il n'y avait personne de malheureux là. Puis les soirs, c'était le fun avec tout le monde. C'est vrai que je suis pas surpris que tu aies parlé de les mamans qui font à manger. Je sais pas. Je sais pas. Kevin, il y avait des courses également dimanche soir du côté de Cornwall. Oui. Un programme avec la série Race for the Cure pour les sportsmen. Donc, c'était vraiment les sportsmen justement qui étaient la classe maîtresse. Et c'est celui qui remporte son grand lot de victoires depuis quelques années qui a remporté la course. Oui, une chance qu'on avait notre photographe, le collaborateur Dan Simpson qui était du côté de Cornwall. Il a pu nous rapporter un petit peu d'informations. Donc, Ryan Stabler qui va chercher une victoire pour un Race for the Cure, une victoire très importante pour ce championnat-là. Ça a été une course à deux, donc c'est pas ça, c'est Justin Cyr, c'est pas le bon. Celui Justin Cyr a été chercher une reprise de course. Donc, mais en sportsman, c'était Gab Cyr qu'on était habitué de voir. Je sais pas vous souvenez, ceux qui ont suivi Driver Simulation, ils coursaient avec nous, ils courent plus en Ontario. Donc, Gab Cyr et Ryan Stabler qui se donnaient de la tête, mais ça a été vraiment une course à deux. Puis, Stabler qui va en chercher un autre encore. On est habitué actuellement de le voir dans le cercle des vainqueurs. Chez les modifiés, c'est le champion défendant Corey Wheeler qui a été chercher la victoire. Oui, Corey Wheeler, justement, ça a été une course très rapide pour eux. Wheeler, dans le fond, on se battait à trois. Les retardateurs n'ont pas joué assez de la partie justement pour dire que ça allait débalancer le groupe. Donc, Wheeler va chercher la victoire. Willix finit deuxième. Et Willix, on en a parlé. Première course au Canada pour lui, on le sait, Willix c'est un Américain. Il a profité un peu là, de l'allègement des règles au niveau du... Donc, je vais finir. T'as perdu ton micro, Kevin. J'ai perdu mon micro? Oui. Plus de micro. Plus de micro. Donc, on va terminer. Donc, on a également eu des courses. Je vais prendre ta feuille. Ben oui. On a eu des courses également du côté... des novices sportsmen, on t'en a parlé. Donc, Tristan Douceur et Justin Cyr ont été chercher les victoires. On avait également la course de late model. Et c'est le pilote de la voiture 87 qui a été chercher la victoire. Les late model Northeast Alliance. Donc, ça ressemble beaucoup au rush qu'on a eu. Charlie Sandercock partait favori, n'a pas été chercher la victoire. C'est plutôt le pilote de la voiture numéro 87. Donc, c'est lui qui a été chercher cette victoire-là. On avait également les Street Stock. C'est Olivier Boissonneau qui a été chercher la victoire, une des rares présences des Street Stock du côté de Cornwall. C'est Andre Hennessy qui a remporté la course du côté des late models. Donc, félicitations à tous les gagnants du côté de Cornwall. Et pour nous, on se donne rendez-vous vendredi du côté de l'autodrome Granby, alors que ce sera la soirée Robert Bernard. Donc, modifié Sportsman, Lightning Sprint et Sport Compact. Tu m'entends-tu, là? M'entendez-vous? Il marche? Bon, mais attends, avant de closer ton show. Justement, il faut que j'ai mon choix numéro spécial. Bon, fallait que je fasse un choix spécial. Parce que
Ça a commencé avec le gars de course. On est rendu les gars de course. Puis justement, avec le week-end qu'on a eu, on a vu que c'était spécial, les gars de course. C'était quelque chose qu'on a de vraiment spécial. Dans le fond, tout le monde alentour des gars de course. On a des photos justement de plus moi qui trippe avec tout le monde. Parce que j'ai pris les photos que j'avais dans mon téléphone. Benoît avec Doom Fugère. C'est la fois qu'on avait été paresseux, ça. Ouais, ça c'est... Tu sais, dans le fond, au Grand Prix de Trois-Rivières, on cherchait des taxis. On a eu notre taxi. Dans le fond, là, je veux faire un spécial parce que j'ai rarement la chance de prendre la parole justement librement. Il faut que je le dise. Grâce à toi, Tommy, on a eu la chance de grandir avec toi. On a eu la chance justement de s'accomplir. On a eu la chance de devenir, moi personnellement, devenir un intervieweur aux courses. C'est des passes à la palette qu'on a eu. C'est des dignes voyons, j'en perds mes mots, voyons, de Connor McDavid. C'est vraiment, toi, tu as eu la chance de passer à RDS. Notre caméraman qui maintenant s'en va peut-être chez RDS. J'ai trippé tout le long du week-end. Puis honnêtement, c'est spécial ce que tu nous fais vivre. C'est spécial qu'est-ce que Martin Savoie nous fait vivre, Anthony Marcotte, tous les gars de course. On a eu un super week-end. Vraiment, c'était spécial. Puis je tenais à lever mon chapeau à vraiment toute l'organisation parce que sans vous, on serait pas là. Sans vous, j'aurais pas grandi. Puis vraiment, je pense que grâce à tout le monde, vous êtes spécial pour nous. Si je peux rajouter, là, je sais pas si on m'entend, j'ai pas de micro. Regarde-toi. Si je peux rajouter, là, on est quand même une gang de chums là, qui se connaît quand même, certains depuis longtemps, certains depuis peu. Le Grand Prix de Trois-Rivières, ça a été un test à savoir si on était capable de s'endurer longtemps. Pendant 3 jours, on s'est échoué. On s'est vraiment côtoyé du soir au matin, on était ensemble, on avait du soir, on se partageait des informations, on allait chercher toutes sortes de chaînes, toutes sortes de vidéos. Il y a des niaiseries qui ont sorti de là, vous n'avez pas idée. Mais, on sort des cassettes. On aurait des bloopers là, pendant longtemps, mais on peut pas tout montrer malheureusement. Mais ça a été vraiment une très belle expérience. Mais également à toutes les personnes, tous les pilotes qui nous ont accordé des entrevues, vous avez été extrêmement gentils, extrêmement généreux, même quand ça allait mal, vous étiez là pour nous parler. On a essayé de parler au plus de monde possible. On voulait faire vraiment tout le monde, mais c'est pas tout le monde des fois qui était disponible. Des fois, les pilotes étaient occupés après leur voiture, peu importe, mais on a vraiment essayé de faire le plus de monde possible. On s'est promené dans les puits, on a rencontré du monde, on a rencontré... Le cas de dire. Ouais, on a cherché Mini un peu partout. Ça a été vraiment une grosse fin de semaine très, très, très plaisante. Oui, puis merci Mini pour ce que tu as dit. Vraiment, ça a été une très belle fin de semaine. Puis je l'ai dit dans mon bilan, c'est pas toute l'équipe des gars de course qui était présente du côté du GP3R. On aurait aimé emmener tout le monde, mais au niveau de la logistique, c'était pas possible. Mais il y a beaucoup d'eux là-dedans également, parce que c'est eux, par leur texte, par tout leur travail, qui nous permet d'aller chercher de la crédibilité, qui nous permet justement de recevoir des invitations pour ce genre d'événement. Donc, tous ceux qui ne sont pas venus au Grand Prix de Trois-Rivières méritent autant d'avoir les éloges que nous qui ont été. Oui, vraiment. On peut pas en dire plus, on a eu du plaisir. On a marché vraiment beaucoup. On a sué vraiment beaucoup. Puis c'est ça, ça a été vraiment très, très, très plaisant. Donc, vraiment, merci beaucoup autant à l'organisation, Dominique Lucier, Dominique Fugère, qui nous ont vraiment accueillis. On a vu c'était quoi une zone média. On était vraiment accueillis comme des rois. Merci aux bénévoles aussi. Oui, merci vraiment aux bénévoles. Ceux qui nous fournissaient en bouteille d'eau toute la fin de semaine, ça a été vraiment très, très, très apprécié. Donc, je vous remercie d'avoir été là pour cette édition du 17 août de cette semaine aux courses. Merci Kevin d'avoir été là. Benoît, Jordan, également nos invités, Dominique Lucier, Dominique Fugère et évidemment François Bellemare. Merci à Kevin Lusignan également qui a fait le NASCAR. Donc, merci à tous. Donc, on se donne rendez-vous vendredi pour la soirée Robert Bernard et par la suite, ce sera samedi soir pour la soirée du cancer du sein du côté de l'autodrome Drummond. Donc, on se dit à la semaine prochaine et soyez prudents sur les routes parce qu'on veut vous voir en santé.